Hop là. Alors désolé, je ne suis pas très, très en forme, mais je vais faire de mon mieux. Je suis un peu malade, mais ce n'est rien. Nous sommes là, on résiste quand même. Tac. Et bonjour à tous pour cette émission du Z, l'émission en plein confinement qui annonce le début d'un nouveau confinement. On est tous contents, on est tous joyeux. Ça fait plaisir. Donc, je vais vous redire un peu le programme et puis on va commencer tout de suite. Les gens vont arriver au fur et à mesure. Donc, on va commencer avec Nina qui est là. Bonjour Nina, merci beaucoup. Nina travaille dans une entreprise qui s'appelle Germinal, qui sont les stars du growth hacking. Je vous laisse découvrir ce que c'est le growth hacking. C'est pas si compliqué que le nom en a l'air. Voilà. Donc, elle va nous expliquer un peu ce que c'est en quelques mots et puis surtout nous expliquer comment être encore plus performant sur LinkedIn. Ensuite, on donnera la parole à Sabri de Floqueo qui nous expliquera un peu les indicateurs qu'ils ont choisis pour sélectionner leurs partenaires avec qui ils travaillent. Et puis ensuite, on passera sur une partie sur comment devenir fixeur. Et là, on aura l'intervention de 2-3 personnes. Donc voilà. Je vais donner la parole à Nina et lancer encore un petit générique parce que ça fait toujours plaisir. Hop. Je prends 1 minute, je m'en sors. C'est la fièvre qui m'empêche d'être totalement fluide. Tout va bien se passer. Alors c'est parti pour l'atelier. Je vais mettre Nina en co-animatrice pour qu'elle puisse partager son écran. Hop. Bonjour Nina. Alors je te laisse allumer ton micro. Ouais, c'est bon. Non, je C'est bon. recherchais juste la fenêtre. C'est bon. C'est bon? Ok, cool. Déjà, merci pour l'invitation, Thomas. C'est hyper cool. Alors, moi, donc je m'appelle Nina, je travaille dans une boîte qui s'appelle Germinal. Chez Germinal, juste pour vous expliquer rapidement, on aide tous les entrepreneurs à passer en gros de 0 à 1 million de chiffre d'affaires. Et au travers, donc, comment est-ce qu'on le fait? En les accompagnant sur toute la partie acquisition, et notamment acquisition des clients, et que ce soit en B2B ou en B2C. Et moi, je suis spécialisée sur un métier qui s'appelle le copywriting. Alors, pas copywriting avec un R qui est le droit et la propriété intellectuelle, mais copywriting avec un W, qui est en fait l'art d'écrire pour vendre. Et pourquoi écrire pour vendre? C'est parce que en gros, aujourd'hui, quand on achète beaucoup sur Internet, avant, quand on voulait acheter quelque chose, on allait dans un magasin, on avait un vendeur, le vendeur nous conseillait, etc. Et adaptait en fait le produit à notre demande. Donc, on était en relation individuelle. Et aujourd'hui, quand on peut acheter sur Internet, c'est valable pour vous aussi, mais en fait, il se passe qu'on n'est plus forcément en face de son client, et encore plus aujourd'hui avec le confinement. Donc, le copywriting, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on recrée une expérience de vente au travers des mots et à part l'écriture. Donc moi, je suis très spécialisée sur l'écriture et l'écriture de vente. Donc le copywriting, c'est vraiment l'art d'écrire pour vendre, et de manière générale d'écrire sur Internet pour vendre, que ce soit sur des pages de vente. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec le principe de page de vente, mais aussi sur les publications sur les réseaux sociaux, et notamment les publications de LinkedIn. Donc je vais arrêter de parler de moi et je vais vous poser une petite question. Sur LinkedIn, aujourd'hui, enfin, qui aujourd'hui a un compte LinkedIn, déjà? Vous pouvez lever la main, je crois qu'il y a une fonction lever la main. Enfin, même lever la main comme ça, voilà. 1, 2, 3, ok. 4, ok. Ok. Ah, voilà les pouces, très bien, merci. 5, ok. Ok, d'accord. Donc,
Ok. Donc là, vous êtes la majorité à avoir des comptes LinkedIn. Après, combien, moi, ma question, c'est combien d'entre vous aujourd'hui s'en servent pour leur business de LinkedIn? Ouais, ok, il y a Sabri qui dit que lui, il y a Laurent qui dit aussi, ouais, ok, d'accord. Ouais, Thomas, ok, trop cool. Alors, effectivement, LinkedIn, c'est un réseau qui est hyper puissant. Donc, peut-être que vous utilisez déjà Facebook ou Instagram, mais en fait, LinkedIn, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui créent du contenu qui est intéressant sur LinkedIn. Et alors que ça marche super bien et sur tous les domaines, que ce soit du B2B ou du B2C, on pense souvent à LinkedIn sur du B2B, mais ça marche très bien, aussi bien sur le B2C. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même pas mal de gens dessus. Pour vous donner une idée, nous, on fait 60% de nos leads qui arrivent viennent de LinkedIn. Donc, on peut clairement attirer l'attention et l'intérêt sur cette plateforme. La question, c'est souvent ceux qui ont des comptes LinkedIn, en fait, ils ont un peu de mal à se positionner et à se faire remarquer sur cette plateforme, savoir comment est-ce qu'on sort du lot sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de problématique, mais en tout cas, c'est un peu le sujet que moi, je voulais aborder aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on se différencie sur LinkedIn. N'hésitez pas, au fur et à mesure où je parle, soit à carrément ouvrir votre micro pour m'interrompre, ou sinon à penser aux questions que vous auriez éventuellement sur le sujet. Moi, aujourd'hui, j'ai à peu près 18 000 personnes qui me suivent. Et c'est vraiment une communauté que j'ai construite et les gens me connaissent, mais j'ai développé une marque personnelle. Et ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire sur LinkedIn, c'est que c'est beaucoup plus intéressant pour vous de développer une marque personnelle plutôt que de développer la marque, votre page entreprise. Donc, il y a deux manières de développer, contrairement à Facebook, où en fait, c'est intéressant de faire une page pour votre boîte. LinkedIn, en fait, vous allez avoir beaucoup plus d'impact si vous parlez en votre nom, plutôt que dans le nom de votre boîte, parce que les gens vont être beaucoup plus engagés vis-à-vis d'une personne si vous racontez votre histoire. Si vous, moi, par exemple, je fais du copywriting, donc c'est mon job, je parle beaucoup au quotidien, ce que je fais, ce que j'écris, mes difficultés. Et finalement, c'est le fait de voir qu'il y a un humain derrière, que les gens s'attachent à vous et vous connaissent. Et donc, c'est comme ça qu'on crée une marque personnelle et c'est comme ça qu'après, on marque les esprits, entre guillemets. C'est en étant identifié comme, enfin, personnellement, en fait. Donc ça, c'est déjà la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, comment est-ce qu'on peut réussir à être identifié comme à créer notre marque personnelle? Deuxième chose, c'est deux manières en fait de faire des ventes sur LinkedIn, parce qu'on peut faire des ventes sur LinkedIn. Deux manières. La première, c'est en publiant des choses et en publiant des choses et dans ce cas-là, être identifié. Vous êtes tellement bien identifié que les gens viennent vous voir pour vous acheter. Moi, c'est mon cas, par exemple, sur ma formation. Donc, je vends de la formation, moi, pour le coup. Mais vous, ça peut être pour vos produits. Je suis tellement bien identifiée qu'il y a des gens qui viennent me voir en me disant, Nina, tu connais pas une formation copywriting. Je lui dis, tiens, ça tombe bien, j'ai la mienne. Donc, en fait, j'ai tellement été identifiée sur mon métier que les gens viennent me parler pour me demander. Et deuxième manière d'utiliser LinkedIn à des fins business, c'est d'aller faire carrément de la prospection sur ce réseau-là. Et là, ce qui est pas mal aussi, ce que vous pouvez mettre en place, l'avantage, c'est qu'en fait, vous avez vraiment, en termes de recherche, vous pouvez rechercher les gens par titre de poste. Donc ça vous donne aussi un indicateur, alors déjà du job qu'ils font, mais aussi potentiellement de leur pouvoir d'achat, de leur disponibilité pour prendre des vacances, par exemple, et vous pouvez aussi cibler en fait par rapport au job que fait la personne. Et donc ça vous donne des informations commerciales hyper intéressantes pour aller chasser et aller faire de la prospection carrément en sortant. Et deuxième chose que vous pouvez avoir sur LinkedIn, et si ça vous intéresse, je vous en parlerai plus. Après, je vous laisserai la parole pour les questions, parce que là, je dis des choses, mais je ne sais pas exactement, vous, si vous aviez aussi des sujets déjà sur LinkedIn. Mais deuxième manière qui peut être intéressante pour vous d'aller
avec la prospection, c'est que vous pouvez automatiser un certain nombre de choses. Donc, c'est-à-dire que vous savez que alors je dis n'importe quoi, mais sur les dirigeants de boîte, vous savez qu'ils prennent, enfin, qu'ils sont potentiellement pas, ils partent pas souvent en vacances, par exemple. Et là, vous pouvez faire un message personnalisé sur des voyages qui sont disponibles, pas disponibles. Enfin, en fonction de cette personne-là, vous savez aussi potentiellement, en fonction de qui elle est, ses besoins. Et ça, vous connaissez aussi à peu près son pouvoir d'achat, à peu près, quoi. Ou en tout cas, où est-ce qu'elle se place en CSP. Et donc ça peut être des informations qui sont intéressantes et que derrière, vous pouvez aller automatiser des messages sur une catégorie de personnes. Donc en disant, bah voilà, aujourd'hui, je cible tous les gens qui sont directeurs commerciaux. Et potentiellement, si vous vendez aussi des voyages d'entreprise, vous avez cette possibilité-là d'aller cibler la personne qui, dans la boîte, va être en charge de ça. Donc, je dis au hasard quelque chose comme, vous savez que c'est le CE qui gère ça dans les boîtes, vous avez la possibilité d'aller targeter, en fait, les personnes dont vous savez qui sont en charge dans l'entreprise. Et donc ça, en termes de précision du ciblage, notamment quand on fait du B2B, c'est hyper précieux. Enfin, moi, je savais que ma cible, c'était les personnes qui étaient dans les RH et qui géraient tout ce qui était budget de formation. Et ben, je savais qu'elles avaient systématiquement que c'était elle, en fait, au mois de décembre, qui gérait les queues de budget, donc les fins de budget. Et systématiquement, au mois de novembre, je savais qu'il fallait aller les voir et que c'était ces personnes-là spécifiquement. Et je le faisais au travers de LinkedIn. Après, il y a des outils pour écrire des messages de manière automatique et les envoyer, mais et qu'ils soient personnalisés et qu'ils ne soient pas perçus comme un spam, parce qu'il y a ça aussi, on en reparlera si vous voulez. Mais voilà, en gros, les deux grandes manières d'utiliser LinkedIn, la première, c'est d'être identifié sur son expertise et sur son métier, même sur des métiers qui ne sont pas très tech, entre guillemets. Il y a quelqu'un là qui est, par exemple, pour le coup, il est dans l'immobilier, il est agent immobilier, je crois. Et en fait, il publie des choses qui sont hyper intéressantes sur son métier. Et aujourd'hui, il est identifié sur ce job-là. Sur LinkedIn. Donc, il a pris cette place qui n'était pas du tout prise jusqu'alors et il écrit des posts qui fonctionnent bien. Deuxième manière, comme je vous disais, c'est de l'utiliser en tant que prospection. Alors, Laurent, moi, je trouve que c'est pour ainsi dire double travail car justement, je communique sur ma page pro, puis ensuite, je partage sur ma page perso, mais il semble qu'il faut changer un peu de wording et de ton, le cas échéant, pour au final toucher mon public cible. Alors, Laurent, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que ce que tu fais, c'est que tu partages sur ta page pro et après, dès que tu arrives sur ton perso, tu utilises le bouton partager? Ouais, c'est ça. Je partage d'abord au nom de la page de mon entreprise. Ouais. Ensuite, je partage. Et là, dans les quelques mots d'introduction, il faudrait écrire une amorce, quoi. En fait, tu publies une fois sur ta page et après, sur ton post perso, tu repartages. C'est ça. OK. Alors là, du coup, on va rentrer dans un truc un petit peu technique de LinkedIn et une raison très simple pour laquelle ça marche. Du coup, c'est sur son partage perso que tu n'as pas beaucoup de retours. J'ai pas les mêmes, en fait. Les gens me connaissent à la fois personnellement et à la fois au nom de ma boîte. Ouais. Certains réagissent spontanément plus sur la page de ma boîte et d'autres plus sur ma page perso. Donc, au final, c'est voilà, le management de deux pages pour le même résultat. À choisir, en fait, les gens, ils vont… Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que l'algorithme de LinkedIn, donc là, on va rentrer sur des trucs un peu techniques, mais ça ne va pas être très long ni très compliqué. C'est que l'algorithme de LinkedIn, en fait, il favorise un type de contenu, il favorise la création de contenu. Et deuxièmement, LinkedIn, il a un autre intérêt, c'est que tu restes sur LinkedIn et que tu ne sortes pas de sa plateforme. Donc, ils ont élaboré un algorithme qui pénalise deux choses. La première, c'est le repartage de publication. Donc, si Aurore, par exemple, elle publie quelque chose et que toi, tu repartages ce que Aurore a écrit, eh ben, ça ne va pas être valorisé par LinkedIn. Il vaut mieux que toi, à partir des idées que tu as lues de Aurore, que tu réécrives un post natif, que tu le réécrives ou même que tu prennes que tu prennes une capture d'écran et que tu la mettes en photo, plutôt que tu repartages son post. Pourquoi ? Parce que LinkedIn, en fait, ils veulent devenir une plateforme de création de contenu et donc ils vont favoriser les gens qui créent du contenu nouveau et pas du contenu qui est réutilisé. Donc ça, c'est la première chose possiblement,
qui impacte en fait la visibilité de tes posts. Et si tu repartages des posts d'entreprise, ça va être pénalisé. Deuxième chose aussi qui est pénalisée par LinkedIn, c'est si vous mettez des liens externes. LinkedIn, il veut que vous restiez sur LinkedIn et si vous cliquez sur un lien qui va aller sur votre site internet, par exemple, l'utilisateur, il va cliquer et il va aller sur une autre page et il va laisser tomber la page LinkedIn. Et donc, LinkedIn n'aime pas ça du tout. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il pénalise et il diminue la visibilité des posts qui ont un lien externe. Et donc ça, c'est l'algorithme de LinkedIn aussi qui va, en fonction de ce que vous avez dans, soit beaucoup valoriser votre page, votre post et le montrer à plein de gens, soit au contraire, le pénaliser et ne le montrer qu'à très peu de gens. Et donc concrètement, Nina, si je comprends bien, dès je prends un exemple, moi je fais quand j'annonce l'émission sur LinkedIn, je l'annonce, j'essaie de taguer les personnes qui vont intervenir. Effectivement, j'ai constaté que depuis que je le fais, depuis mon compte perso, c'est beaucoup plus visible que quand je le faisais sur mon compte, que sur le compte pro. Donc, est-ce que déjà, ma première question, c'est est-ce que la page pro a vraiment une utilité ou est-ce que vraiment elle sert à rien? C'est vraiment une vitrine qui sert à rien. Donc, ça sert à rien de publier dessus. Et la deuxième chose, c'est par exemple pour les inscriptions à l'émission. Moi, je mets un lien externe qui va sur notre site pour s'inscrire. Ce serait carrément plus pertinent finalement de créer un événement dans LinkedIn et de demander aux gens de s'inscrire directement sur l'événement dans LinkedIn, avec l'outil événement de LinkedIn. Plus je reste un affaire enfermé, mieux c'est en fait. Enfin, enfermé. Ouais, alors première chose, laisse tomber ta page entreprise en fait. À la limite, les gens, ils vont aller voir. En fait, si tu postes quelque chose d'intéressant, ils vont naturellement aller voir ton profil et voir là où tu travailles. En fait, c'est un réflexe, c'est instinctif, c'est naturel. En fait, quand les gens voient des choses intéressantes, ils vont visiter ton profil et ils verront où tu travailles. Donc, bon, à la limite, et ta voix, elle est beaucoup plus intéressante que la voix de ta boîte parce que ce qui intéresse les gens, c'est les histoires. Moi, ce qui intéresse les gens, c'est Nina, qui elle est, comment elle est arrivée chez Germinal, quelles sont ses galères d'écriture. C'est tout ça que je partage en fait. Alors que si on va parler au nom de Germinal, ça va être beaucoup plus institutionnel, genre nous avons fait ça, ça va être beaucoup plus plat, alors que les personnalités ont beaucoup plus de relief. Et les gens, en fait, c'est ce qu'ils aiment. On connecte d'humain à humain. Et beaucoup mieux que d'humain à une boîte où vous allez avoir un poste comme L'Oréal. Ben, en fait, on s'en tape L'Oréal. Quand ils vont parler de manière institutionnelle. Par contre, si vous allez parler à la technicienne qui fait tel type de formulation sur les cosmétiques qui vous intéresse et qui va vous raconter l'ingrédient qu'elle utilise, si vous êtes dans ce métier-là, bah, potentiellement, ça va plus vous parler plutôt qu'un espèce de truc hyper institutionnel qui n'est pas, en fait, qui connecte pas, en fait, qui n'est pas émotionnel, en fait. Il y a une dimension assez émotionnelle de personne à personne. Donc ça, c'est clairement parler en votre nom. Ça demande aussi de s'exposer, et ça, je comprends qu'il y ait des gens qui veuillent pas trop, mais en fait, si on ne prend pas de risque, c'est aussi à la hauteur des risques que vous prenez. Si vous acceptez aussi de parler en votre nom, ben, en fait, c'est un risque, mais à la fois, ça demande de plus s'exposer, mais en même temps, ça fonctionne mieux. Deuxième chose, ouais. Vas-y. Vas-y. Juste une anecdote parce que en plus c'est avec Germinal, donc ça m'a surpris et j'aimerais savoir pourquoi en fait, parce que j'ai pas réussi à comprendre pourquoi. C'est que j'ai gagné un livre avec Germinal sur le gros hacking. J'ai pris la photo du livre, je l'ai mis sur LinkedIn et j'ai tagué Germinal et Grégoire, je crois toi et Jordan, je crois, en disant voilà. 3 personnes de l'équipe de Germinal, je les ai taguées en disant voilà, moi j'ai gagné ce livre, merci Germinal, rendez-vous dans 8 semaines pour voir où j'en suis, etc. C'est franchement, bon, ça reste à mon avis dans l'histoire de LinkedIn un petit post, mais à l'échelle de Thomas Loubert, c'est le post le plus gigantesque que j'ai jamais fait. J'ai jamais eu autant de likes, autant de vues, autant de commentaires à un post. Que tous les posts que j'ai pu faire et que moi il y a des posts qui me semblaient bien plus pertinents et je n'ai eu. Est-ce que c'est parce que je me suis demandé deux choses, est-ce que parce que dans la communauté du tourisme, les gens ne sont pas très réactifs sur LinkedIn et ne l'utilisent pas beaucoup, alors que dans la communauté du gros hacking, les gens sont très très présents et donc forcément il y a eu plus de gens qui ont vu mon post, etc. Est-ce que c'est parce que j'avais tagué des gens de chez Germinal aussi qui eux ont des réseaux gigantesques et donc du coup ça a fait effet boule de neige? C'était quoi les raisons en fait? Alors là, tu as mis en valeur quelque chose d'assez intéressant qui est plus tu vas générer d'interactions
sur ton post et plus LinkedIn va le valoriser. C'est-à-dire, en fait, LinkedIn, il a pour objectif de montrer aux gens des choses qui les intéressent. Donc, plus tu vas avoir de likes et de commentaires sur ta publication, en fait, au début, LinkedIn, il va montrer ta publication à 100 personnes. Sur ces 100 personnes, il va voir comment ça réagit. Si ça réagit positivement et qu'il y a beaucoup d'interactions, il va les montrer à 1000 personnes, etc., etc. Donc, ça se forme par effet de bulle comme ça. Et donc, ce qui compte beaucoup pour avoir, plus tu as de likes et plus tu en auras. Donc, il y a cet effet boule de neige. Ce qui compte, c'est comment tu vas réussir à amorcer tes premiers likes. Parce que si tu arrives à rapidement obtenir du like, ton post va être plus visible. Donc, il y a une histoire de rapidité aussi. Et là, ce que toi, tu as fait, et c'est assez intéressant, c'est que tu as tagué des gens dessus. Et le fait de taguer des gens dessus, nous, on est notifiés. Et comme on est notifié et qu'on est tagué dessus, on va liker, on va commenter. Et donc, on va créer de l'engagement sur ton post. Et s'il y a de l'engagement, LinkedIn, il va se dire « Ah, c'est un post où il y a de l'engagement. Les gens, ils aiment ce post-là. Vas-y, je vais le montrer à plus de gens encore. » Et si en le montrant à plus de gens, les gens, ils recréent de l'engagement, ça va être exponentiel en fait. Et probablement qu'à la fin, il y a eu des gens qui t'ont liké, qui n'avaient rien à voir avec le gros fucking, qui étaient peut-être d'ailleurs plus côté tourisme ou quoi, tu vois. Enfin, au final, c'est le fait d'avoir réussi à créer une interaction au début qui a en fait élargi la visibilité de ce post. Et du coup, moi, ce que je vous encourage à faire, la leçon qu'il y a à tirer, moi, je trouve, de ce que tu dis, c'est que pour que votre post il soit vu et pour qu'il marche, il faut créer de l'interaction, il faut faire en sorte que les gens soit like, soit commentent. Et il y a plusieurs types de posts, et je finirai juste là-dessus il est 7h23, donc je vous laisserai après poser vos questions, d'autres questions, mais en gros, il y a plusieurs types de posts qui engagent. Le premier post, c'est là où vous apportez de la valeur. Aujourd'hui, vous apportez forcément de la valeur dans le job que vous faites, dans le sens où vous avez des choses que vous savez qui pourraient être utiles à d'autres personnes et que vous pourriez partager. Et c'est ça qui est intéressant dans LinkedIn, et c'est ça qui va faire que vous allez créer de l'engagement, c'est la valeur que vous apportez. Et moi, je vois beaucoup de gens qui essayent de vendre sur LinkedIn. En fait, ils postent en se disant, OK, je vais parler de mon site internet, je vais parler de mon offre, mais en réalité, les gens ne vous connaissent pas, ils se disent, cool, il a une offre, c'est sympa, mais en fait, moi, je m'en tape, il y en a plein. Par contre, là où les gens vont s'arrêter, c'est si vous arrivez à leur partager quelque chose qu'ils ne savent pas. Donc, moi, je ne me rends pas trop compte dans les réalités de votre métier, de ce que vous avez, de ce que vous savez et qui pourrait être intéressant. Mais par exemple, si vous organisez des voyages pour les entreprises, c'est quel pays choisir en ce moment si on veut organiser un séminaire d'équipe. Enfin, quelle destination on pourrait faire. Ça peut être intéressant et du coup, ça va intéresser votre cible parce que vous allez pouvoir dire aux gens, là, il n'y a pas de restriction, là, il y a ça. Enfin, vous avez une connaissance. En fait, c'est pas parce que vous êtes entre guillemets sur une expertise que votre expertise, elle ne peut pas servir à d'autres gens, et notamment à votre cible. Et là, vous avez des informations que moi, par exemple, je n'ai pas sur comment est-ce qu'on peut faire un voyage en ce moment. Et ça, vous avez tout intérêt à le partager. Et en le partageant, c'est des connaissances que vous avez que vous pouvez partager. Et donc, vous avez plutôt intérêt à le faire parce que comme ça, vous allez être identifié comme étant quelqu'un qui est professionnel de ce secteur-là et qui en plus apporte des choses. Et ça va créer de l'engagement parce qu'en dessous, dans le commentaire, les gens vont dire, vous pouvez faire un appel à l'action en disant commentez si vous avez des questions ou likez cette publication. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens vont interagir et ils vont se dire ce post-là était intéressant, je vais aimer, je vais interagir. Alors, Eric, je vais répondre à ta question. Je finis juste sur ce que je disais. Donc ça, c'est un premier type de post qui peut être intéressant pour vous à partager. Deuxième type de post qui peut être intéressant, c'est vous êtes potentiellement, si vous êtes chef d'entreprise, vous devez gérer votre entreprise, même si ce n'est pas des problématiques autour du tourisme, vous pouvez avoir vos problématiques de boîte. Et LinkedIn, les gens aiment pas forcément...
L'idée, c'est aussi de partager qui vous êtes et sans forcément vouloir se mettre en scène, dans le sens où parfois le fait de partager ce que vous avez appris de votre vie d'entrepreneur, alors je ne sais pas, je dis n'importe quoi, si vous recrutez, probablement que vous avez galéré à recruter, probablement que vous avez eu des échecs de recrutement, probablement que vous avez un processus de recrutement. Et ça, c'est des thématiques qui vont intéresser d'autres gens sur LinkedIn. Donc même, ce n'est pas relatif au voyage, ça peut être relatif aussi à votre vie d'entrepreneur. Et là-dedans, ce que je veux surtout vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de partager que des réussites. Vous pouvez demander des conseils. Moi, j'avais demandé comme conseil, un des posts qui a le plus marché pour moi, c'était « Je vais manager pour la première fois de ma vie, est-ce que vous avez des livres à me conseiller ?» Et enfin, moi, ça ne m'avait pas du tout décrédibilisé. Au contraire, les gens s'étaient dit, bah, c'est vachement bien d'avoir quelqu'un qui se pose la question parce que c'est un métier qu'on apprend sur le tas en général et tout. Et donc, il y a ça aussi. Il y a aussi le fait de partager des choses qui font de vous un humain et dans lequel les autres peuvent se reconnaître. Je vais passer à la fin. Alors, je vais juste regarder les petites questions qu'il y a eu. Hop, alors, ouais, Laurent qui disait double travail, ben, franchement, en vrai, garde ta page perso et prends du wording de toi. Enfin, garde le wording de ta page perso et parle d'humain à humain, en fait. Il n'y a même pas, enfin, il n'y a pas vraiment de wording à avoir. Il y a juste essayer de faire en sorte que si tu lis ton texte à haute voix et que tu vois que c'est chiant, en fait, c'est qu'il y a un problème. C'est que ça l'est. Non, mais c'est vrai, c'est un bon test de lire à haute voix, en fait. Genre, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais genre, je sais pas si vous avez déjà essayé de lire à haute voix une annonce d'offre d'emploi, mais personne ne parle comme ça dans la vraie vie, en fait. Chargé de la direction générale, vous serez confronté, enfin, vous prendrez en charge des tâches suivantes. Enfin, si tu as envie de donner envie, si tu as envie de donner, si t'as envie de donner envie de donner à quelqu'un l'envie de venir dans ta boîte, enfin, jamais tu lui parles comme ça, en fait. Donc ça, c'est un bon test à faire, c'est d'essayer d'écrire de la manière la plus proche de celle dont vous parlez. Et comme vous le diriez avec vous, en fait, et vos mots, et c'est pas, vous n'avez pas besoin d'être Proust et de faire des choses hyper, je dirais, institutionnelles pour que ça marche. Au contraire, plus vous allez parler de manière naturelle et mieux ça va être, en fait. Sur cette histoire du wording, si tu veux, c'était Laurent qui avait posé la question. Je fais, si tu as des questions autour du wording ou des choses comme ça, vas-y, parce que je pense qu'il y a carrément un sujet. Eric, en général, je publie perso et partage sur la page pro. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, pas top. J'ai lu que c'était même nuisible pour le perso de publier sur les deux. Ouais, carrément. Enfin, laisse tomber ce qu'on disait. Sur la page pro, on peut inviter ses relations perso, mais j'ai l'impression que ça sert à rien, car ça n'apparaît pas sur le mur. Ouais. Enfin, franchement, moi, j'invite pas les gens. Enfin, tu peux inviter les gens si tu veux, mais au bout d'un moment, tu auras fait le tour de ton réseau et c'est un peu artificiel. Par contre, si tu arrives à vraiment leur donner du contenu qui va les intéresser, ils vont te suivre. Hop, clac. Ça sert à quelque chose de choisir. Très bonne question. Puisque LinkedIn va au hasard prendre... Ok. À l'inverse, on choisit bien les 10 tags. Est-ce que ça peut être rentable? Alors, sur la question de poster sur LinkedIn, en réalité, LinkedIn... Il faut mieux poster entre 9h et 18h du lundi au vendredi, en fait. D'expérience, c'est mieux. Moi, je poste plutôt le matin à 9h, mais j'ai fait des posts j'ai fait des publications que j'ai postées à midi et qui ont très bien marché. Donc, à part la règle, je vous invite à retenir la règle de 9h-18h, les heures de bureau, qui marche plutôt bien. Le reste, soyez à peu près libre dans ce que vous faites, parce que il y a pas trop de... C'est pas flagrant, quoi. Tu peux nous dire quelques mots, Nina, sur les comment ça s'appelle, sur les formations que vous proposez avec Germinal, Ouais. notamment l'antichambre, etc. Comment ça fonctionne? Ouais. Alors nous... Ouais, pardon, vas-y. Vas-y. T'allais finir ta phrase. Non, mais j'allais enrober, mais vas-y, pas de souci. C'est pas besoin d'enrobage avec nous, on va direct, on va droit au but. On va au but, c'est bien. En gros, Germinal, donc nous, on aide les entrepreneurs à passer de 0 à 1 million de chiffre d'affaires. On a une formation en ligne pour ça, sur laquelle, alors là, ce dont je vous ai parlé de comment se faire connaître sur LinkedIn. Ça, c'est un des sujets qu'on traite, mais on traite aussi de comment, par exemple, faire des bonnes publicités sur Facebook. Comment créer sa marque.
Comment avoir une bonne marque, en fait, bien identifiée. L'idée, c'est que vous rentrez dans l'Antichambre, donc qui est notre produit de formation en ligne. Donc, c'est un produit de formation en ligne. C'est un peu comme un incubateur en ligne, en fait. Vous rentrez dedans et il y a tout ce dont vous avez besoin pour développer votre chiffre d'affaires jusqu'à 1 million d'euros. Donc, il y a aussi une partie qui est sur toute la partie gestion d'équipe, management, un peu RH. Mais la plupart de ce qu'on développe, c'est autour de la vente et du marketing, comment se faire identifier et comment générer de la croissance. Antichambre.germinal.io. Et ce que je vous ai dit aujourd'hui, il y a une formation qui est spécialement dédiée à comment influencer sur LinkedIn et une autre formation qui est destinée au copywriting, qui est comment est-ce que j'utilise les bons mots pour vendre, que ce soit sur Internet, sur mon site Internet, comment est-ce que je choisis les bons mots pour parler à ma cible. Et surtout, derrière, faire des ventes. C'est ça l'objectif. Et je vous invite tous, si vous n'avez pas LinkedIn, à aller sur LinkedIn déjà. Et ensuite à suivre comment s'appelle le profil notamment de Nina et le profil des gens de chez Germinal, parce que c'est très intéressant dans la structure de leur poste, etc., d'essayer de comprendre comment ils écrivent et d'essayer de faire pareil. Alors c'est pas toujours facile, mais et ça vaut vraiment le coup de les suivre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon on va libérer Nina. Yes. Allez-y, je vous laisse ouvrir vos micros. Si vous avez des questions. Pas de questions. Pas de questions. Parfait. Si, j'ai une question. Ah, Sabrina. C'était très intéressant et ça rejoint effectivement pas mal d'informations quand on suit un petit peu effectivement LinkedIn et qu'on sait activer les leviers. Il y a une question que je me posais, en tout cas une information que j'ai eue, et je voulais, Nina, si tu me permets de te tutoyer, de poser la question. J'ai bien compris ça depuis un moment que les algos n'aiment pas du tout le partage. D'accord? D'ailleurs, c'est pas difficile. Il suffit de le faire, hein, de partager et de se rendre compte que ça ne donne jamais rien. Et des fois, vous avez 15 ou 20 ou 30 personnes qui ont partagé votre post. Vous êtes super content quand vous regardez, ils ont 0 like ou à la limite 1 like, c'est le vôtre. Donc ça, j'ai bien compris que les algos n'aimaient pas le partage. Toutefois, j'ai cru comprendre qu'on pouvait le faire, mais sous le mode du copier-coller du lien qu'on souhaitait partager, et que pour le coup, ça parlait différemment aux algos que de partir de sous la publi en bas à droite, partager. C'était préférable, quitte à le faire, que de prendre le lien et de l'insérer dans du rédactionnel, que de partager et de rédiger. Ouais. C'est ça? Ouais, clairement. Parce qu'en fait, tu vas mettre le lien, mais le lien, c'est un lien qui est identifié par LinkedIn comme étant un lien de LinkedIn. Donc là, ça ne le dérange pas LinkedIn. Si tu lui envoies sur YouTube, ça l'embête, donc il va pénaliser. Mais par contre, si tu le renvoies vers LinkedIn, ouais, ça n'a pas de souci. Et en fait, c'est une façon contournée, si ça peut vous intéresser les uns et les autres, pour le coup de partager, mais sans que l'algo le voit comme un partage. Puisque, in fine, en dessous, vous avez votre publication qui est partagée. Exactement. Après, ça, okay. Après, ouais, le partage, c'est cool, mais ce qui est bien valorisé, c'est la création. Et ça, en fait, vous allez apporter une valeur qui va vous être personnelle. Donc, je pense que c'est complémentaire de faire les deux. Mais clairement, quitte à partager, autant mettre un lien, ouais, c'est clair. Ok, merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais vous abandonner. Merci beaucoup Nina. Et je vous invite tous ceux qui ont des boîtes en France à regarder vos systèmes de CPF et tous les systèmes d'OPCO. On fera une autre émission un jour là-dessus parce que les formations peuvent être financées par les CPF, par les OPCO, etc. Vous pouvez bénéficier de toutes ces formations pour quasiment gratos, parfois gratos. Voilà. Merci beaucoup Nina. De rien, bonne soirée. C'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup. À bientôt. Et donc, on va enchaîner avec Sabri. Bonjour Sabri. Alors, je passe un petit générique quand même. Alors, j'ai pas de générique pour éviter de répéter. Je vais passer à un générique un peu différent. Même si c'est pas une interview. C'était bien. Non, mais je vais passer le générique interview, même si c'est pas une interview, c'est pas grave. Ça fera toujours. Ça met une petite ambiance. Attention mesdames et messieurs, dans un instant,
Alors bonjour Sabri, merci d'être là. Ouais, là, en plus, il y a des fans de toi, je crois, dans la salle, donc tu as vraiment la pression. Euh, L'objectif, c'était, c'est la première fois que tu viens à l'émission, et donc on est très content de t'avoir et d'avoir Floqueo. L'idée, c'est d'expliquer un peu en quelques mots ce que fait Floqueo, et puis surtout de revenir surtout sur les indicateurs que vous avez mis en place, et un peu plus dans le détail, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà Floqueo, donc l'idée n'est pas forcément de refaire une présentation globale, comme on s'était dit, mais de C'est plus aller ça. dans le détail. Donc je te laisse la Et, parole, je vais te donner le pouvoir de partager l'écran. super. Ça, tu pourras le faire. Tout d'abord, bonsoir à nouveau, hein, bonsoir Thomas et puis bonsoir tout le monde pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Merci aussi à toi et puis à Fabrice de m'avoir invité, et puis à ceux qui sont ici présents et qui avaient aussi sûrement pensé et qui vous en avaient parlé. Je suis bien content aussi de retrouver quelques visages que je connais ou quelques personnes que j'ai pu fréquenter par ailleurs, puisqu'en fait, voilà, il y a effectivement certains de vos partenaires qui sont aussi nos partenaires chez Floqueo, mais pas que. Il y a aussi, je retrouve des personnes de Respire, je vois des étudiants ou ex-étudiants de l'ESCAET. Donc, c'est assez sympa. Je pense que chacun se reconnaîtra. En tout cas, c'est un moment très sympa à partager avec vous. Je l'apprécie. Je suis accompagné aussi de Tarek, qui est notre président, qui, si jamais vous avez des questions hyper pointues sur toute la partie intelligence artificielle, indicateurs et autres informations de ce type, qui ne sont pas de mon ressort lorsqu'elles sont un peu trop pointues. Donc, il n'hésitera pas à intervenir. Et puis, je suis accompagné aussi de Solène, une ancienne de l'ESCAET, qui sûrement doit croiser des gens qu'elle connaît ici, et donc qui nous a rejoints récemment. Alors, pour parler un peu de Floqueo, j'ai dit aussi qu'il y avait des gens de Respire, parce qu'en fait, il y a de tout ici. Ok, très sympa. Donc, pour expliquer un peu ce qu'est Floqueo, Floqueo, c'est donc un annuaire, un portail international, mondial, qui recense des acteurs du tourisme, mais des acteurs du tourisme essentiellement axés sur donc, le tourisme responsable, le tourisme durable à travers la planète. Donc, on va retrouver tout type de professionnels. Ça peut être des personnes qui sont dans l'hébergement, comme des DMC, des guides, des activités ludiques, tout ce qui, des restaurants, etc. Tout ce qui participe d'une façon ou d'une autre au tourisme local, national, régional et aussi international lorsqu'il s'adresse à des personnes qui viennent de l'étranger. Et la particularité de Floqueo, c'est effectivement, et c'est la raison pour laquelle j'avais proposé de parler de nos indicateurs, c'était d'amener à sa communauté de followers voyageurs, qui devient de plus en plus conséquente, et qui a une réelle appétence et surtout qui est très concernée par le tourisme durable. Donc, de leur amener d'une part tous ces prestataires donc, qui partagent les mêmes valeurs, hein, qui ont un même alignement, et surtout de leur amener des indicateurs, comme tu le disais en préambule, donc des indicateurs qui peuvent leur permettre, des indicateurs scientifiques qui peuvent leur permettre d'avoir une lecture un peu plus fine sur certains aspects éco-environnementaux. Et donc, je vais vous expliquer un peu plus dans le détail. Mais ça rejoint aussi la question que tu m'as posée, que tu m'avais posée dans le mail, c'était aussi quels sont les types d'indicateurs, ou en tout cas, quelle est la réflexion qui est menée pour trier en quelque sorte, ou en tout cas s'y reconnaître et trouver les acteurs du tourisme durable qui peuvent être intéressants et surtout intéressés. Donc, je vais vous faire une petite presse dans ce sens. Alors, donc, normalement, vous voyez mon écran, c'est ça? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, Murmuration, c'est la genèse. Donc, c'est un bureau d'études environnementales qui a été créé en 2019, dont émane Floqueo, le portail. Et donc, c'est un bureau d'études, comme je l'expliquais, hein, qui, à la demande, donc, réalise des études d'impact environnemental sur des zones données, et ça peut être même sur des territoires, voire même des pays. Et nous avons un catalogue d'indicateurs qui est assez fourni, qui tourne autour d'à peu près 20 à 25 indicateurs, et qui peuvent être sélectionnés donc, par des demandeurs. Donc, ça peut être des institutionnels locaux, régionaux, nationaux, supranationaux, des États aussi. Et donc, pour avoir de la matière et surtout avoir des données scientifiques qui peuvent participer dans le cycle de décision donc,
de ces institutionnels, mais aussi de privés, et voire même sur certains aspects, comme on peut le retrouver sur Floqueo, des indicateurs qui jouent sur le cycle de décision du voyageur. Donc ensuite, là, on a déployé donc, la plateforme Floqueo, donc, comme je l'expliquais, qui vise à mettre en relation des particuliers et des professionnels, mais aussi des professionnels entre eux à l'intérieur de cette plateforme. Et donc, en réalisant aussi des études d'impact pour Floqueo. Donc, les indicateurs environnementaux principaux qui ont été retenus sur Floqueo et qui apportent des informations à notre communauté, c'est notamment la qualité de la biodiversité. Donc, là, on peut trouver aussi des informations sur la pression hydrique, c'est très important, on sait tous, et c'est le travail aussi qui est fait par des professionnels du tourisme durable, on sait tous qu'à certains endroits, la pression hydrique est très forte, l'eau n'est pas présente partout, et donc beaucoup aussi de nos voyageurs ont besoin d'avoir cette information en amont sur la pression hydrique, sur la qualité de l'air et aussi sur la densité des populations. Donc, toute cette partie-là, à l'instar de tous les autres indicateurs, sont des compétences de notre bureau d'études, donc qui, lui, s'appuie avec une connaissance qui est assez pointue et une vraie expérience sur l'observation d'images, l'étude d'images satellites. Donc, c'est le travail qui est fait par nos équipes sur l'observation de la Terre. Et ensuite, il y a tout un travail aussi qui est fait au niveau de l'intelligence artificielle et qui peut participer, en plus de concaténer sur différentes sources de données avec ces images-là, à pouvoir proposer des études, voire même vulgariser certaines études qui ont été faites. Et encore une fois, comme je disais tout ça, dans l'ambition d'inclure l'environnement et le durable au sens large dans le cycle de prise de décision. Donc, comme indiqué sur la presse, donc ces indicateurs sont visibles notamment sur le site de Floqueo Map. Il y a des statistiques et aussi des études qui sont accessibles à tous. Après, le travail qui est fait par Murmuration, c'est de mettre tout ça en musique, de le coordonner et de pouvoir le présenter de la façon la plus didactique possible. Et donc, pour vous montrer très rapidement, si je devais revenir donc, sur le portail Floqueo, donc le choix qui est fait par le voyageur, notamment, est de s'orienter vers une destination. Et donc, ensuite, on retrouve cette fameuse Floqueo Map. Donc, je vais juste décaler, moi, une partie qui m'empêche de la voir. Donc, sur lesquelles on va retrouver, on peut zoomer. Vous pouvez faire l'exercice tous en bas de chez vous, c'est très intéressant. Alors, les ronds là que vous voyez, c'est nos différents prestataires. Les petits players rouges, c'est les lives qu'on peut retrouver. Donc, on propose plusieurs lives, mais surtout, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'était les fameux indicateurs. Et donc, vous pouvez essayer en bas de chez vous ou à l'autre bout de la planète, soit en zoomant, soit en allant sur une zone donnée, en tapant le nom de cette zone. Donc, d'avoir des informations un peu plus précises sur les fameux indicateurs. Donc, vous les sélectionnez à droite et donc, vous allez voir donc, un code couleur au niveau de la légende et qui vous indique, donc du moins bien au très bien, comment ces zones-là, ou en tout cas ces territoires, sont impactés à la lecture donc, de ces indicateurs. Donc, on peut voir ici, de la même façon, un autre indicateur sur une zone donnée. On va aller par exemple un peu plus sur la Tanzanie, voir la qualité de l'air, à titre d'exemple. Et donc là, on est plutôt sur la pression hydrique et sur la qualité de l'air. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est assez intéressant, et moi je connais beaucoup de personnes qui l'utilisent pour regarder en bas de chez eux, vraiment. Et donc, vous pouvez voir à 20 km près l'état d'une zone avec ces différents indicateurs. Donc, c'est très intéressant et puis ça apporte un vrai plus. Et surtout, ça peut permettre, et c'est là que ça rejoint ta question, Thomas, ça peut permettre à quelqu'un de faire un choix qui est raisonnable et raisonné en connaissance de cause et de ne pas aller, par exemple, se rajouter à une zone et plutôt de s'orienter vers une zone qui n'est pas très loin et de trouver même des prestataires qui sont sur cette zone qui n'est pas éloignée, qui reste proche des premiers centres d'intérêt, en tout cas des centres d'intérêt initiaux, mais qui va prendre en compte la durabilité, donc au sens là, ici, éco-environnemental, et par ailleurs, sur une autre partie, donc il y a vraiment l'action de chaque prestataire. C'est ce qu'on va retrouver. Donc ici, je vous disais, c'est les différentes maps, ce qu'on appelle les Floqueo Maps. Et enfin, on va retrouver, on fait un travail donc d'échange avec nos différents partenaires et avec une triple vérification. Mais en tout cas,
c'est à cet endroit-là, sur le portail, donc lorsque le partenaire veut nous rejoindre, qu'il trouve les engagements aussi qui sont les siens. On s'est voulu ne pas être ni un label ni un certificateur. Pas mal de ceux qui nous écoutent ici connaissent Floqueo et sont même partenaires. On a fait simple, on a fait le plus transparent possible. On s'est basé sur les critères de l'OMT en termes de tourisme durable. Et on retrouve ici les 11 critères de l'OMT en termes de tourisme durable. Et on est dans la sensibilisation et l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas à dire tu coches les 11, tu rentres, tu n'en coches que 2 ou 3, tu ne rentres pas. Pour nous, c'est très important d'accompagner et de sensibiliser, mais surtout, pour répondre aussi à ta question, ça fait partie des indicateurs, c'est-à-dire que là, on a un déclaratif que nous aussi, on vérifie quand même et qu'on fait revérifier par la suite, soit par des réseaux sur place, soit par nos voyageurs, et sur lequel s'engage notre partenaire. Donc, en termes de durabilité au sens large, c'est-à-dire que ça inclut l'économique, mais aussi le sociétal, le culturel et l'environnement. Et c'est des indicateurs qu'on apporte en plus de nos indicateurs environnementaux. Enfin, les points forts de Floqueo, l'idée, c'est effectivement, comme indiqué dans la slide, de mettre en avant la diversité, de mettre en avant le contact direct, mais ça, j'ai envie de dire que c'est plutôt un aspect commercial, même s'il participe à la durabilité. Il y a un vrai engagement fort qu'on peut retrouver de part et d'autre. Donc, on permet aussi à des partenaires d'avoir des clients qui leur ressemblent. Et ça, c'est très important, d'avoir le client qu'on voudrait avoir. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que l'idée, ce n'était pas de faire l'article sur Floqueo. Et enfin, je voulais vous montrer un autre aspect aussi, des questions qui peuvent être posées. Donc, je vais retourner sur le portail, donc à nos partenaires, sur quels sont aussi leurs points forts, et donc qui sont des indicateurs supplémentaires. Donc, lorsqu'ils sont dans leur déclaratif et qu'ensuite on fait le travail avec eux de vérification, surtout au-delà des critères qu'ils ont cochés et qui sont ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, ça va être, alors attendez, je me suis égaré, c'est ici, ça va être bien entendu, c'est très important pour nous, donc on avait dit le déclaratif sur les points évoqués tout à l'heure, mais surtout d'expliquer leur engagement et enfin, donc le portail est en français et en anglais, donc d'expliquer leur engagement dans le tourisme durable, mais aussi de mettre en avant les vrais points forts pour sortir un peu des fameux critères de l'OMT, c'est quels sont vraiment les points forts auxquels eux, ils participent et sur lesquels ils sont fortement engagés et qui viennent conforter leur engagement dans le durable. Et là, on se retrouve vraiment sur des points spécifiques en termes de durabilité et qui rejoignent les fameux 3 points donc importants qui font le tourisme durable. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Je vais passer la parole à la limite à Tarek s'il veut aborder, d'expliquer un petit peu plus la partie de Floqueo, de murmuration plutôt, et aussi des indicateurs, parce que ça peut être assez intéressant, et aussi c'était la question qui était posée, en tout cas c'est ce qui m'était demandé aujourd'hui. Donc Tarek, si tu nous entends, et si tu veux parler de toi aussi très rapidement, donc de la partie de murmuration, du bureau d'études et de tous ces indicateurs qui participent à faire, en tout cas on l'essaye, de demain un tourisme différent et meilleur. Oui, bien sûr. Merci. Bonjour à tous. Juste deux petits mots en fait. C'est que le bureau d'études, comme l'a mentionné Sabri, il s'adresse vraiment à des décisionnaires. Ça peut être des États, ça peut être des autorités locales, mais ça nous arrive aussi de travailler avec des associations, par exemple, des gens de ce type. Par contre, on n'expose pas sur le site Floqueo, et ça c'est important aussi pour que vous sachiez, l'information la plus précise possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Floqueo, c'est un site quand même qui est grand public. Et on ne peut pas se permettre de donner une information très précise. Sachez que pour la plupart des indicateurs que nous on dérive dans notre catalogue de 20-25 indicateurs qui quantifient l'environnement, on est plutôt à des résolutions autour de 30 mètres, donc entre 30 et 300 mètres maximum. Et l'information qu'on expose sur Floqueo, c'est vraiment de 20 km, c'est voulu, cette basse résolution, parce que on peut pas mettre une donnée experte entre les mains du grand public et s'attendre à ce qu'ils arrivent à l'interpréter correctement. Voilà, c'est des données plutôt expertes. Donc voilà, c'était une petite parenthèse qui est assez importante, parce que notre objectif, comme l'a dit Sabri très très bien, c'est d'accompagner le voyageur dans sa réflexion
comme on accompagne également les professionnels dans leur engagement. Ça veut dire, on ne dit pas ça, c'est le premier de la classe, ou cette zone elle est bien ou pas bien, etc. Flokeo est ouvert à tout le monde et son objectif, c'est de favoriser une transition progressive vers le tourisme durable. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas label, qu'on ne rentre pas dans cette direction, alors que depuis la création, on est assez sollicité d'ailleurs sur ce point, mais on se refuse de le faire parce que voilà, il manque d'autres éléments et notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser et d'accompagner. C'est surtout ça. Voilà, après, je suis ouvert à des questions si vous voulez. Il n'y a pas de. Je vois qu'il y a déjà quelques questions dans le chat. Oui, Tarek, moi j'avais une question juste avant. Est-ce que tu peux nous réexpliquer en fait l'historique entre Murmuration et Flokeo qui a monté, enfin, c'est toi, je crois, qui a monté Murmuration au départ, qui a cofondé Murmuration, et après vous êtes allé vers Flokeo, c'est ça? Tout à fait. On est 3 cofondateurs. 2 qui viennent du spatial, du cours spatial. Donc moi, je suis docteur en intelligence artificielle appliquée aux images satellites. J'ai travaillé dans l'agence spatiale européenne, l'agence spatiale française, etc. Donc ingénieur pur produit spatial, quoi. Avec Cathy Sahu, qui est notre cofondatrice, qui est aussi été manager d'une très grande business unit dans l'aerospace, une boîte IT qui s'appelle Atos. Et une troisième personne qui s'appelle Ghislaine Abbassi, qui est spécialiste en communication et marketing sur le web. Donc, rien à voir avec les spatiales. Donc le mix dès le début c'était ça en fait, c'était voulu. Donc en mars 2019, quand on a décidé de monter l'entreprise, on s'est dit on va notre leitmotiv c'est vraiment d'allier passion professionnelle et personnelle, qui sont le voyage. Personnellement, j'ai vécu dans 9 pays pendant des périodes un peu longues, etc. Même en France, je me suis baladé pas mal. Hein. J'ai vécu un peu en Bretagne, après à Grenoble, Lyon et maintenant à Toulouse. Par construction, on aime bien on adore le voyage, on est pas voyageur. Mais en même temps, on allie la passion professionnelle qui est le spatial, le traitement des données. Donc on s'est dit, commençons par quelque chose dans ce sens-là. Comment on peut faire entrer l'environnement d'une manière pragmatique, ça me semblait vraiment manquer sur la partie durable. Beaucoup de gens parlent du durable, mais sans le quantifier. Beaucoup de gens disent qu'ils font du durable ou qu'ils font des projets, etc. Bon, on ne sait pas. Même dans des projets comme les projets qui proposent de la compensation carbone, des trucs comme ça, en fait, on n'arrive pas à mettre la main sur l'utilité de ces projets, de la véracité de certaines démarches, etc. Donc, on s'est dit, allons dans ce sens-là. Et du coup, on a commencé le bureau d'études parce que c'est des données qu'on maîtrise, c'est des techniques qu'on maîtrise, etc. Et on a essayé de comprendre l'environnement et la contribution de l'humain dans l'environnement. C'est vraiment ça le cœur. Après, on a décidé de rentrer dans la passion personnelle, donc de dire, on va faire une verticale autour du tourisme, parce que là, pour le coup, on épouse les valeurs environnementales de protection de l'environnement, mais aussi les valeurs du tourisme, c'est la rencontre de l'autre, la compréhension des autres cultures. Je ne vous apprends rien, vous connaissez bien ces sujets-là. Et en fait, c'est l'alliance entre ces deux parties qui nous a poussé à créer vraiment Flokeo et de continuer à le soutenir fortement jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, l'équipe, concrètement, on est 12 aujourd'hui et c'est moitié-moitié presque. On est moitié murmuration d'études et moitié Flokeo. Okay. Sachant qu'on n'a pas de silo. Quand je dis moitié-moitié, c'est vraiment la majeure partie du temps, etc. Mais parfois, des posts que vous voyez sur les réseaux sociaux de Flokeo sont créés par les ingénieurs qui sont en murmuration et vice-versa. Parfois, par exemple, les catalogues de données, ils sont créés par l'équipe Flokeo. On n'a vraiment pas de silo. Quand on rentre dans l'entreprise, on ne voit pas des gens avec une étiquette Flokeo, des étiquettes murmuration. Hein. Donc du coup, Murmuration fait des études potentiellement pour d'autres clients qui pourraient être intéressés à avoir des études environnementales, etc. C'est ça qui vous fait vivre en fait quelque part. Aussi pour l'instant. Non, c'est les deux. C'est les deux. Flokeo contribue. Le bureau d'études, il a un poids plus important dans notre activité aujourd'hui. Mais ce qu'on vise, c'est réellement l'équilibre entre les deux parce que en fait, ça nous permet de comprendre et de pouvoir accompagner l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit un gros mot, c'est-à-dire que d'être proche des décisionnaires pour comprendre la politique, pour les aider de prendre des politiques qui ont du sens, et en même temps de comprendre ce qui a du sens et qui est pratique et pragmatique parce qu'on est en contact avec les gens qui sont sur le terrain.
Parce qu'on peut écrire un document qui dit à partir de demain, il ne faut plus utiliser telle ou telle matière, par exemple, en hôtellerie. Bon, super, mais si on est complètement détaché des hôtels, on ne sait pas si cette mesure elle a du sens ou pas, si c'est même possible ou pas. Donc c'est cette démarche-là. On souhaite vraiment rester au contact à l'ensemble de la chaîne pour donner du sens et pour qu'on soit pragmatique, qu'on fasse une réelle différence, que ce soit pas juste de l'affichage durable, machin. Bon, il y a d'autres gens qui font ça et ça nous intéresse pas vraiment. On veut accompagner un vrai changement. Voilà. Merci beaucoup, Tarek. Je vais laisser la parole aux questions. Bonjour Fabrice, c'est Fabrice, enchanté. Bonjour. J'ai une question rapide avant de passer la parole à Gabriele, qui a aussi une question. Que veulent dire les chiffres au fond des verres de cantine? Tu vois les petits chiffres qu'il y a au fond des verres des cantines? Merci. Après, je passe la parole à Gabriele. Que veulent dire les chiffres qui sont au fond des verres de cantine, c'est ça? Oui. C'est bien si je ne me trompe pas, c'est bien les numéros des moules, non? Le numéro des moules. Non, c'est parce que j'ai compris, c'est l'âge que vous avez et le plus jeune va chercher l'eau. Mais bon, je passe la parole à Gabriel. D'accord, Fabrice. Mais ça, c'est quand on était à table à la cantine. Moi, je pensais que la question, c'était réellement que veulent dire ces chiffres. Non, mais c'était. À toi, Gabriel. Alors, je vais lire la question de Gabriel. Gabriel demande, il organise des voyages de yoga et de naturisme. Est-ce qu'on peut entrer dans la communauté Floqueo et proposer nos voyages sur votre plateforme? C'est quand même du tourisme durable. Oui, salut Sabri, excusez-moi, j'explique mieux. Parce que moi, j'ai mon entreprise en Italie et donc j'ai contacté déjà Tourisme Responsable Italie qui organise des choses comme ça et donc ils n'ont pas accepté de mettre notre voyage de naturisme, de yoga et naturisme parce qu'ils nous disaient que ce n'est pas du tourisme durable. Donc j'étais un peu étonné parce que je dis quand même on ne fait pas rien contre la nature, etc. Et j'étais étonné de voir ma demande refusée par de plateformes de tourisme responsable. Donc, je voulais savoir si avec Floquet, on peut faire partie avec notre offre, que c'est quand même un peu bizarre. J'ai envie de dire comme ça, de prime abord, c'est difficile de répondre. Nous, la sélection que l'on fait, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a tout un travail qui est fait quand même en amont. On échange, on se renseigne aussi sur les prestataires, sur la pertinence effectivement de leur approche du tourisme durable. Donc, Gabriel, rien ne t'empêche effectivement de revenir vers nous. C'est assez facile via le site et d'échanger. Et ensuite, il y a tout un travail qui peut être fait pour voir s'il y a une pertinence d'abord à faire rentrer ce type de voyage. Si c'est du durable, ma foi, pourquoi pas, si ça coche certaines cases. Et puis surtout, si c'est pertinent aussi pour les voyageurs, on n'a aucune contre-indication. Le tout étant qu'il y a quand même effectivement un minimum de critères à cocher. D'ailleurs, le terme floqueo, je voulais vous l'expliquer parce qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure, même si c'est anecdotique. Donc, floc, c'est le troupeau, le rassemblement un peu des étourneaux, en quelque sorte, ou des oiseaux dans le ciel. Donc, c'est ce qui permet d'être moins vulnérable et de pouvoir aller plus loin et plus longtemps. C'est le principe de regrouper les acteurs du tourisme durable parce que tout seul, chacun dans son coin, c'est plus compliqué. Et le EO que vous voyez en majuscule, donc c'est Earth Observation, donc c'est notamment notre spécificité en termes d'études d'observation de la Terre et d'apporter des données et des indications qualitatives qui participent à tous ces acteurs du tourisme durable. Question de Emmanuel Hugo. Alors, Emmanuel Hugo. Vas-y, Emmanuel, si tu peux poser ta question. Je crois que tu vas demander la parole. Sinon, je vais poser la question d'Eric en attendant. Floqueo a-t-il développé des cartes marines permettant, par exemple, de connaître la densité de mérous, de truites dans les lacs et les montagnes au kilomètre carré? J'ai envie de lui dire, Eric, il faut que tu arrêtes de rencontrer des animaux bizarres quand tu sors skier pas loin de chez toi, parce que ça n'a pas l'air de t'arranger. Je ne sais pas si je ne sais plus comment s'appelle cet oiseau, mais en tout cas, ça doit être l'ours qui t'a vraiment perturbé. Sinon, discutons-en et puis je te le développe. Il n'y a aucun souci. L'idée étant quand même de trouver des mérous en bas de chez toi. Ce serait plus sympa. Et Emmanuel n'a pas de micro. Aurore. Ah. Question d'Aurore.
étudiante à l'ESCAET. Non, Aurore, on n'a pas de questions. On va passer à des questions d'Emmanuel qui n'a pas de micro. Qui a une question pour Tarek qui dit que tu es docteur en intelligence artificielle. Est-ce que ça veut dire que ton équipe est faite de robots et qu'ils sont en traitement? Est-ce que leur traitement est en bonne voie? Alors, ils auraient la productivité de robots, hein, ça envoie, ça c'est sûr. mais c'est bien des humains et on mange beaucoup de chocolat. Ils fonctionnent au chocolat. Non, on voulait juste vous faire un petit poisson d'avril. On voulait juste vous poser quelques questions. J'ai quand même une petite devinette pour Sabri. Désolé Sabri et Tarek, merci. C'était juste pour faire un peu le poisson d'avril. Fabrice, franchement, c'est super bien joué parce que j'ai pas du tout vu le coup venir, mais je me suis dit, bon, d'accord, j'avais bien compris que c'était l'âge au fond des verres. Mais je me suis dit, bon, moi, je ne veux pas répondre ça parce que ça, tout le monde le sait. J'ai répondu les moules parce que les moules de fabrication, c'était ça. Et puis, quand tu as décroché et que tu es parti, je me suis dit, mais il est space ou quoi? C'était tellement énorme que tu ne l'as pas vu, en fait. Il faut dire que c'était sacrément énorme. Vraiment. Moi qui adore piéger les gens. En plus, juste pour raconter l'histoire, en fait, Thomas, il m'a appelé, mais j'étais dans les bois. C'est pour ça que je suis un peu comme ça, parce qu'il est malade, en fait, Thomas. Et en revenant, je me suis dit, je suis persuadé qu'il est en train de me monter un 1er avril, qu'il est en train de me faire croire qu'il est malade, pour me faire prendre le direct. Au dernier moment, il va monter un coup avec Aurore et Oriane. Et je me dis, il est en train de me monter un coup. Il va bien, quoi. Et il m'a dit, non, t'inquiète, ça va, je vais le faire. Et je me dis, bon, tant qu'à faire, autant faire un petit coup à Sabri. Et je voulais terminer avec 2 questions. Alors, j'aurais adoré que Aurore, notre stagiaire, te pose la question suivante. Je ne sais pas si tu veux prendre la question, Aurore. Je ne sais pas si tu as le micro. Et tu peux la faire. Mais en fait, elle est super loin. Parce que tu m'as envoyé un message perso, mais je ne le vois pas. Je ne le vois plus maintenant. Ah, tu ne le vois pas? Je voulais qu'elle te pose la question. J'aurais bien aimé voir ta réaction. Qu'elle te pose la question. Elle envisageait de faire pipi sous la douche. Et qu'est-ce que tu en pensais? Donc, c'est la première. J'aurais bien aimé Alors, attends, tu sais, j'ai une vraie réponse à ça. Il y a une étude scientifique qui a été menée 2 fois de suite, une dans les années 50 et puis une fin des années 90. Il y a 2 catégories de gens et il n'y en a pas 3 sur la planète. Ceux qui font pipi sous la douche ne sont pas psychorigides. Ceux qui ne font pas pipi sous la douche sont des psychorigides. Voilà, c'est la seule question que je peux t'apporter. Après, c'est de l'humour, hein, mais j'avais lu ça et je trouvais ça amusant. Et puis ensuite, j'ai envie de dire c'est aussi écologique qu'économique, donc pourquoi pas. Ouais, bon, là, pour être sérieux, ça ne sert à rien si tu restes 25 minutes sous l'eau chaude, parce que c'est mon cas, c'est une remarque que j'ai fait la semaine dernière. C'est vrai que moi, c'est comme trop voyager en avion, parce que voilà, je vais pas on va rester sur le truc de léger. J'avais une dernière devinette pour toi. Je voulais terminer par ça pour que tu te rendes compte que c'était une grosse connerie. C'est quand la série d'Eric, tu as vu la série d'Eric? Je connais, je n'ai pas vu. Connais. Quand la série d'Eric s'est arrêtée, son scénariste avait 74 ans, 84 ans, 94 ans ou honte. Honte. Voilà. Donc, je me disais, je vais terminer par ça parce que tu vas te dire la scène connerie. Bon, allez, c'est tout. Non, franchement, un grand merci d'abord pour votre accueil, pour votre invitation et puis surtout pour ce poisson d'avril qui est quand même à bizutage parce que je voyais passer quand même les questions et je me disais, mais ils ont décidé tous de me prendre la tête. Emmanuel, Eric et compagnie. Excellent. Bon, je ne sais pas si le prochain invité est arrivé. Il est arrivé parce que sinon, on peut le garder pour la fin aussi. Mais il est déjà arrivé, c'est Félix. Mais Félix, à mon avis, c'est un peu plus dur de l'avoir, quoi. De lui faire à l'envers, quoi. Donc, Thomas, tu es vraiment malade. Et donc, en tout cas, merci à tous et merci à Thomas qui est au lit depuis ce matin. Et je pensais qu'il faisait un poisson d'avril. Et en fait, non. Donc, voilà. En fait, pas du tout. Il est là. Voilà. Et même si je passe le relais, bien sûr, je reste avec vous parce que j'ai plaisir à découvrir cette session. Donc, avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Ce sera l'occasion sûrement de te refaire venir sans blague. Plus sérieusement. Ouais, je me suis bien fait avoir quand même. C'est pas tout à fait passé. Donc oui, la question de Gabriele était un peu... Non, la question de Gabriele n'était pas un poisson, par contre. C'était la seule blague qui n'était pas une blague, en fait. C'était une vraie question. Et il fait du voyage yoga et naturisme. Ok. Écoute, j'ai répondu avec sérieux à toutes les questions. Je dois être un peu trop sérieux. Mais non, c'est que tu savais pas trop où tu mettais les pieds, peut-être aussi, c'est pour ça. Écoute, j'étais invité, donc il fallait. Voilà, c'est ça. Il fallait quand même assurer, quoi. Ouais.
Très bien, merci beaucoup Tarek et Sabri, en tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. On va enchaîner sur la deuxième partie. Donc là, je repasse un générique parce qu'aujourd'hui c'est la journée du générique, ça me permet de me reposer 2 minutes entre deux trucs. Tu vas aller vomir. D'aller vomir et de revenir. Donc vous aurez reconnu dans les images Fabrice il y a 20 ans, magnifique. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite à alors l'objet de la discussion. Là, c'est plus, on va dire, un peu à bâton rompu. On va avoir un peu une présentation, des témoignages, etc. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que comme on vous l'avait expliqué par mail plusieurs fois, ou on l'a dit plusieurs fois depuis quelques mois maintenant, on réfléchit avec Together beaucoup à comment trouver des plans B pertinents pour les réceptifs et puis pour la communauté de réceptifs qui est avec nous. Et une des pistes qui va voir le jour là dans les 2 prochaines semaines, puisque vous recevrez un mail demain ou lundi selon mon état. On propose de créer une communauté de fixeurs. Donc, on va vous expliquer un peu ce que c'est qu'un fixeur et de faire la promotion auprès des sociétés de production, des différents médias, pour qu'eux puissent trouver des fixeurs facilement, des fixeurs à l'autre bout du monde. Pourquoi on propose ça? Parce qu'on pense que les réceptifs sont de vrais experts locaux, qu'ils ont une maîtrise de leur terrain, qui connaissent parfaitement, ils ont des réseaux locaux importants et qui, étant sur place, ils ont plus de facilité à trouver notamment des permis pour aller filmer, etc. On ne dit pas que c'est simple, on dit que c'est faisable. Beaucoup de réceptifs l'ont fait occasionnellement. En tout cas, Fabrice, moi, on l'a fait. Je pense qu'il y en a plusieurs ici qui l'ont fait. On le faisait occasionnellement et que là, en ce moment, c'est une activité qui continue d'avoir lieu. Et voilà, Christelle l'a fait aussi au Maroc. Voilà, c'est une activité qui continue d'avoir lieu et qu'on pense être pertinente. Et l'intérêt de Together, c'est toujours de mutualiser les efforts. Donc, pour vous faire connaître seul, c'est toujours plus complexe et plus long. Ça se fait. D'ailleurs, on recevra Félix qui le fait déjà et qui nous racontera comment il a fait un peu en Namibie, etc. Et ensuite, voilà, si on le fait tous ensemble, ça coûtera moins cher et ce sera plus pertinent. Donc voilà comment ça va se passer. En gros, pour ceux qui connaissent la plateforme Together actuelle, on va faire la même plateforme qui va être dédiée seulement aux médias et aux boîtes de production et qui auront accès. Elle va être un peu différente parce qu'il y aura différentes rubriques et différentes informations dessus. Nous, on va vous envoyer, comme je vous ai dit, demain ou lundi, une présentation là-dessus avec un questionnaire à remplir pour voir un peu les différents métiers que vous pouvez faire pour les boîtes de prod et les sociétés de médias. Fabrice, si tu veux ajouter quelque chose, comme je ne suis pas au top, si jamais. Je vais juste rajouter que tout ça vient du fait qu'effectivement, on se dit il faut réinventer le métier de réceptif parce qu'en ce moment, il est plutôt en train de prendre cher et qu'il faut inventer toutes les alternatives. Et nous, on explore ça depuis des mois. Et je ne vais pas répéter ce qu'a dit Tom, mais c'est vrai qu'on se dit notre force, si on se voit comme un concepteur de voyage, on peut se dire qu'on est mal barré, mais si on se voit comme un expert de terrain et qu'on se met tous ensemble, alors ça devient une véritable mine d'or. Et parmi nos membres réceptifs, on est nombreux ici, en plus je les vois, on est très nombreux à bosser pour les boîtes de prod depuis très longtemps en réalité. Si on rassemble, en fait, même les gens qui sont ici, j'en connais quelques-uns, on peut rassembler, on a tous bossé avec... il y en a un qui a bossé avec Hulot, un autre avec Yann Arthus Bertrand, avec toutes les émissions de télé. Et là, je sais que Gabriel est parti l'année dernière avec Réla et Tesson. Et puis, voilà, puis on connaît aussi Nicolas Honoré qui fait tous les trucs en Afrique, etc. Et puis, voilà. Et donc, juste pour terminer là-dessus, on pense qu'il y a une vraie... le réceptif a un vrai rôle à jouer en tant qu'expert local. Donc, ça, c'est déjà dit. Mais on s'est renseigné surtout depuis 6 mois auprès des copains qui sont réalisateurs, justement, les relations qu'on a développées avec ces gens-là depuis 10 ans. Sans exception, il y a de tout dedans. Il y a des journalistes, il y a des gens qui écrivent,
Il y a des gens qui sont plutôt derrière la caméra, il y a des ingénieurs du son, il y a de tout. On a tous travaillé avec des boîtes de prod. Et on a tous travaillé avec des trucs comme le Paris-Dakar, tous ces trucs-là. En contactant ces gens-là, ils nous ont tous dit, mais c'est une super idée, parce que nous, on galère toujours à trouver le fixeur du coin, et quand on en trouve un sur un pays, on le garde précieusement, jalousement, et si on a besoin, on va le réutiliser, voire on le repasse juste aux copains, mais c'est un truc qui est gardé précieusement. Et les collègues pros qui nous ont parlé de ça, nous ont tous dit, c'est une super idée. Et donc, juste à rajouter ce que je peux sur le projet Together, c'est que, comme d'habitude, sachant le contexte et l'ADN des réceptifs qu'on partage et qu'on croit que ce qu'on voit, ce service sera gratuit pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'on va prendre les meilleurs parmi vous qui offrent vraiment des services, si on repose dessus, et on va faire une promo pendant des mois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se payer avec nos maigres deniers à faire quoi? En fait, envoyer des emails, à contacter tous nos réseaux respectifs. Et on va contacter ces gens-là, et on va faire la plateforme, et on va les contacter pendant des mois. Et ce sera gratuit, donc sans commission, sans abonnement, pendant 6 mois, et on a 6 mois pour vous convaincre que ça vaut le coup. Et au bout de 6 mois, on faudra bien qu'on vous demande un abonnement, si ça marche, et si ça ne marche pas, tant pis, on aura pris le risque, mais on est persuadé que ça vaut le coup, que c'est une alternative d'activité et complémentaire en attendant la reprise, et qui aidera la reprise quand elle sera là. Ça dépend si vous êtes loin ou en Europe. Et là-dessus, je crois que le but, Tom, c'est justement de donner la parole à Félix, qui connaît bien ça. Exactement. Voilà. Félix qui est là, qui ressemble à Wolverine, mais pas que. Il est aussi réceptif en Namibie et depuis un bout de temps déjà, je crois. Donc il va détailler un peu ça. Et il a monté un réceptif un peu différent des autres réceptifs en Namibie. Et il est beaucoup fixeur, etc. Donc Félix, bienvenue. Merci d'être là. En tout cas, merci de prendre du temps. Je te laisse un peu te présenter peut-être. Et puis après, si tu veux que je te pose quelques questions ou si tu as fait une presse, tu me dis un peu comme tu veux qu'on fasse. C'est un peu informel, on est entre nous. Voilà. Merci Thomas et bonsoir, en tout cas bonsoir en Namibie pour tout le monde. Ouais, c'est un peu informel. Moi, c'est ma première réunion Z, donc c'est vrai que je ne sais pas encore comment ça se passe, mais je vais présenter un peu ce que je sais. Et après, surtout, ça va être des questions, j'imagine. Je ne suis pas tout seul, j'ai ma collègue Charlotte qui est à côté, qui va nous rejoindre. Et c'est vrai que j'ai monté EcoSafari Namibia en 2013, d'abord réceptif touristique, très engagé dans la préservation de l'environnement. Et en fait, cet engagement-là m'a ouvert beaucoup de portes et un réseau auprès des acteurs locaux qui sont dans la conservation. Et ce sont ces acteurs locaux-là que les boîtes de production et les films ciblent pour venir faire leur reportage. Et ma valeur ajoutée par rapport à d'autres réceptifs touristiques, c'est qu'ils faisaient que du tourisme, très peu de conservation, et n'avaient pas accès à ces scientifiques de terrain, à ces communautés qui cohabitent avec la vie sauvage, et ne pouvaient pas répondre aux demandes des boîtes de prod, puisqu'ils ne savaient vendre que des voyages pour touristes, ce qui est un produit très différent que d'organiser un film documentaire animalier. Il y a plusieurs sortes de boîtes de production. Il y en a qui vendent des émissions de télévision, ce qu'on voit en prime time ou pas sur les chaînes, les France 1, 2, 3, 4, 5, TF1. Mais il y a aussi beaucoup de diffuseurs sur le web. Il y a le câble. Il y a beaucoup plus de diffuseurs qu'avant. Et nous, on travaille avec donc la télé, les boîtes de production pour les films documentaires animaliers. On va faire une fiction totale l'année prochaine pour l'écriture de leurs polars qui sont venus en repérage en Namibie. Et puis, quoi d'autre? Pour le coup, voilà, c'est ça. La presse aussi, des articles digitaux ou magazines papier, puisque tout ce monde professionnel de médias se parle beaucoup entre eux. Ils vont très rarement taper sur Google fixeur Costa Rica. Ils vont surtout appeler un copain à eux qui a tourné au Costa Rica et qui va recommander une personne et non pas une compagnie. Donc, c'est un milieu très humain et c'est très important que le networking se fasse à ce niveau-là. Et c'est vrai que nous, on a commencé ça plutôt par accident il y a quelques années et aujourd'hui, ça nous occupe à plein temps. On a environ un tournage par mois depuis 1 an et on en a eu, j'ai fait les comptes là, juste avant qu'on se parle. On travaille avec une production différente. On a fait environ 20 tournages en 3 ans, donc 6 par an.
mais moins au début et maintenant c'est presque un par mois. Et pour 275 jours environ de tournage. Les TV, magazines, c'est généralement assez court. C'est pas forcément les dossiers les plus faciles. C'est ceux qui vont te dire on vient pour 5 jours, on veut tout voir, on n'a pas de budget, mais ton nom passera au générique. Et ça peut être un peu pénible des fois, parce qu'il y a beaucoup de travail en amont sur l'édito. C'est beaucoup plus compliqué en amont que de vendre un voyage, même sur mesure, parce qu'il faut trouver les bons intervenants, les bons endroits, leur vendre quelque chose qui est réalisable, qui est filmable. Et sur place, c'est un métier tout à fait différent que celui du métier de vendeur de voyage touristique. Après, comme a dit Fabrice de manière très pertinente, on est avant tout des experts de terrain. Donc, ce serait à notre portée, mais ce sont de nouvelles connaissances. Mais on ne s'invente pas non plus. Comme Fabrice l'a dit aussi, beaucoup l'ont fait dans ce groupe-là, donc je pense que vous voyez ce que je veux dire. Le terme fixeur, c'est à l'époque, c'est quelqu'un, un local, pas forcément une compagnie, qui dirigeait les boîtes de prod vers les intervenants dont ils avaient besoin, que ce soit un hôtel, que ce soit un taxi, que ce soit un guide sur place. Aujourd'hui, le fixeur de demain, ça va être un facilitateur qui va organiser un tournage comme il organise un voyage, c'est-à-dire prendre soin de l'équipe de prod et de l'équipe qu'ils envoient sur place, de leur descendre de l'avion jusqu'à ce qu'ils repartent. Et ça inclut les véhicules qui doivent être adaptés à leurs besoins, avec des porte-caméras sur les portières, mais aussi en amont, tout ce qui va être administratif, qui est aussi plus lourd que le tourisme, notamment avec les permis de filmer nationaux, les permis dans les parcs nationaux, les permis de droner. Donc, il y a pas mal de paperasserie et c'est aussi pour ça qu'on marge aussi généralement plus que pour le voyage touristique. Nous, on n'a pas trop fait de fiction. On a mis un peu de temps à comprendre comment ça marche en France, du moins le protocole entre les distributeurs qui vont acheter le film et le vendre à des plateformes de diffusion, que ce soit des cinémas, des chaînes de télé. Le producteur, la boîte de prod qui va financer le film pour le vendre au distributeur. Le réalisateur qui va faire le film, je pars du haut jusqu'en bas. Le réalisateur qui va superviser la réalisation du film, faire l'édito, faire le montage et avoir un fil rouge qui raconte toute une histoire. C'est avant ça qu'ils cherchent, hein. Ce n'est pas forcément un diaporama de belles photos, mais vraiment raconter une histoire. En dessous du réalisateur, on va avoir le chef opérateur, c'est le chef de l'équipe technique qui va embaucher des caméramans, des cadreurs, des dronistes pour avoir les plans. Un film peut se diviser en un synopsis qui va raconter l'histoire. Pour raconter cette histoire-là, ça va être un enchaînement de séquences qui sont des mini-histoires au sein du grand film. Et chaque séquence va être un enchaînement de plans qui vont monter la séquence. Un plan, ça va être un cobra qui passe dans le champ, ensuite une mangouste qui va se lever, qui voit le cobra, quatrième plan, patati patata. C'est très important pour que le réceptif, en l'occurrence nous, ayons accès à ce séquencier pour savoir ce qui est réalisable ou pas, pour que quand ils arrivent sur place, il n'y ait pas de problème sur les images qu'ils peuvent avoir ou pas, sans forcément leur mentir, sans forcément trop enjoliver non plus, leur dire on va faire le maximum, c'est possible mais c'est pas gagné. Et forcément ils ont des budgets limités et notre but à nous c'est forcément d'utiliser le plus gros budget pour avoir le plus de chances. Voilà, pas mal d'informations d'un coup. Je peux continuer, mais voilà, aussi, il y a le côté production exécutive où, surtout en cette période de Covid, ils ne peuvent pas forcément envoyer les équipes sur place. Ils vont nous demander de leur envoyer les images. Donc, ce sera à nous sur place, grâce à notre réseau, de contacter un caméraman, un droniste, de savoir ce qu'ils veulent et de leur envoyer des images. Et ça aussi, ça se rémunère plus cher que s'ils envoient une équipe. Mais comme ils économisent des frais de transport et de voyage, ça peut être intéressant à condition qu'on ait l'expertise sur place de fournir ces images-là. Ouais, Fabrice, c'est le coup. Ouais, j'aimerais reprendre la parole et après la donner aussi à Gabriel qui vient de témoigner. Là, juste, là, on est entre nous. C'est juste pour me dire que c'est quand même un drôle de. Enfin, c'est quand même, la vie est quand même faite de plein de surprises et que je voudrais raconter l'anecdote quand même, parce que nous, c'est la première fois qu'on se voit comme ça à la caméra, alors qu'on se connaît depuis 10 ou 15 ans, je crois. C'est à peu près ça. On a dîné ensemble. On a des amis communs qui ont dîné ensemble en Bolivie. Je crois, en Bolivie. Et puis ensuite, tu as aussi un pote à Thibaut, qui est, dont je suis le parrain de ton enfant et qui repart là en Afrique. Je ne sais pas si tu sais. Enfin, que le monde est petit. Moi, j'entends parler de toi depuis, je
sais pas, plus de 10 ans. Mais chaque fois dans des endroits différents du monde. Donc, c'est quand même marrant qu'on se retrouve là à discuter de ça. C'est quand même marrant, non? Voilà, c'est juste pour l'anecdote que le monde est petit. Les astres sont enfin alignés. Ouais, c'est incroyable. On a plein de gens en commun. Moi, c'est la première fois qu'on discute, sauf que ça fait un peu bizarre, quoi. Moi, j'avais juste… voilà, ce projet-là, je trouve ça assez étonnant, la vie. En tous les cas, est-ce que tu es d'accord sur le fait que, on a une opportunité en ce moment, parce que, j'aimerais avoir ton commentaire là-dessus, on a une opportunité en ce moment parce que, en raison du réchauffement climatique, il devient de plus en plus coûteux et mauvais d'envoyer un ingénieur du son de France ou pour faire une petite prise de son ou une petite image, alors que, clairement, le réceptif comme toi est parfaitement capable de fournir le matériel et l'ingénieur du son, parce qu'il y a la télé aussi en Namibie, il y a des chaînes de télé, et on l'oublie souvent, il y a tout ce qu'il faut sur place. Et donc, tu n'es pas obligé d'envoyer. Donc, on est quand même dans une époque où nous, on a un contexte favorable par rapport à l'époque, moi j'ai bien connu, où la boîte de prod, souvent, au départ, prend le réceptif pour le fixeur bien pratique, mal payé, qu'on met dans un coin et on prend maximum son réseau sur place, etc. Mais on évite de le mettre en avant sur le générique. Je pense que tu as déjà connu ce genre de frustration. Moi, j'ai quelques histoires à raconter là-dessus, où on va carrément essayer de… Plus tu en as fait, plus on va te cacher. Alors que parfois, c'est un peu toi qui as écrit l'histoire, en tout cas qui a apporté l'histoire et qui a apporté les contacts. Ça te confirme. Donc là, on a quand même une opportunité pour dire on est capable de faire plus que le gars pratique sur place. En particulier, tu l'as dit, merci pour les papiers, mais c'est aussi fournir des prestations, etc. Et ça évite quand même un billet d'avion, etc. Parce que les compétences, tu les as sur place. Est-ce que tu es déjà d'accord avec ça? Vas-y. Alors, sur les compétences, pas forcément. Ça va vraiment dépendre du profil du film. Là, on a travaillé 2 ans sur un gros prime time pour France 2, tellement exigeant dans les compétences qu'en l'occurrence, en Namibie, ce qui n'est pas forcément le cas chez vous, ils avaient besoin d'une caméra. Il y en a 2 en Afrique. Ils sont venus avec. J'ai tourné avec la BBC qui ont fait venir en petit avion une caméra thermique d'Angleterre. Des fois, ils peuvent avoir des exigences que localement, on ne peut pas donner. Et dans ce cas-là, ils doivent envoyer quelqu'un. Mais ce n'est pas représentatif de tous les projets non plus, mais généralement les projets à profil haut, c'est pas évident qu'on puisse répondre à leurs demandes, en tout cas pas nous. Ok. Il y a aussi un autre truc, parce que nous, en fait, moi je connais surtout le même milieu que toi, c'est les documentaires, les mecs qui viennent faire des émissions, etc., ou des courses, style Pékin Express, pour lesquels on a bossé. Mais je me suis rendu compte à travers un autre copain, enfin un autre collègue, qui avait travaillé dans le cinéma et qui a travaillé dans le cinéma, il gérait une salle UGC à Paris, et il connaît tout ce milieu-là. Et par lui, on a rencontré des gens qui nous disaient que, je n'ai pas d'avis parce que je ne connais pas, qui nous disaient qu'un truc qu'on pourrait faire, c'est bosser pour les équipes de tournage qui viennent pas pour faire un reportage avec une petite équipe qui dure 2 semaines, mais dans les grandes villes qui viennent faire des films. Et là, il faut prendre en charge les week-ends des équipes de tournage et s'occuper des side events, en fait. Est-ce que tu as déjà travaillé là-dessus? Alors, oui, effectivement, c'est pertinent de le dire. On a travaillé à des extensions, finalement, les extensions touristiques suite à des tournages. Pour le coup, c'est Charlotte qui s'en est plutôt occupée. Et oui, ça arrive. Mais après, les mecs, ils viennent là pour travailler. S'ils peuvent se le permettre, ils restent un peu plus longtemps. Mais c'est pas commun. C'est arrivé, mais c'est pas un truc commun pour l'instant. Ça dépend vraiment de la taille du projet. Ok. En tout cas, est-ce que tu trouves pertinent le fait… Moi, c'est parti de ça. Tu te dis, tout d'un coup, on garde chacun jalousement notre réseau. Moi, par exemple, cet été, Europe 1 m'a appelé parce que j'ai un copain qui travaille, et il m'a appelé pour il voulait des correspondants de différents pays pour parler d'autre chose que le Covid pendant 20 minutes l'après-midi. Donc, c'est là que tu places tes copains, etc. Et voilà, ils passent l'après-midi sur Europe 1. Mais si tu mets bout à bout mon petit réseau, le réseau de Gabriele qui est là, le tien, etc., et qu'on joue tous le jeu à mettre notre réseau en mettant tous des réceptifs, tous des gens, des experts locaux, et on se met là, on met tout ça en commun. Mes collègues journaleux me disaient mais c'est une super idée. Si vraiment tu rassembles des experts locaux qui ont de l'expérience là-dessus, ouais, il y a une place à prendre. Qu'est-ce que tu penses de notre capacité à mettre ça en commun? Parce que finalement, ça se passe exactement comme tu le disais.
Ça se passe exactement comme ça. C'est que les réals avec qui tu travailles, ils ont ton contact et ils le gardent quand même un peu jalousement. Ils vont le passer seulement à leurs collègues sympas qu'ils ont. Mais ton contact est précieux en réalité. En fait, ton contact, il est précieux. Ils en ont peut-être une dizaine dans une carrière, mais pas plus. Et ils se les passent comme ça. Mais ça n'existe pas, ce genre de plateforme. Ou je me trompe? Qu'est-ce que tu en sais de ça? Effectivement, ça n'existe pas. Je sais que sur place, beaucoup de boîtes de prod ont un livre noir et un livre d'or des fixeurs ou des réceptifs à recommander ou pas. Je pense que ça a une valeur effectivement de se mettre ensemble, à condition qu'on ait tous les compétences. Oui, on dépend de ça. On repose tous sur la crédibilité des. Il faut bien qu'il y ait un juge au milieu, effectivement, et qu'on se pose effectivement. Si tu as un mauvais là-dedans, il viendra tout ruiner. Oui, voilà, c'est ça. Et on peut être copains autant qu'on veut. Il faut répondre sur place. Il y a très peu de flexibilité ou de compréhension si on n'assure pas ce qu'ils sont venus chercher. Mais si on l'assure, alors là, c'est les portes ouvertes, puissance 10 dans tout le réseau parisien, français. Et puis, en fait, pas que francophone, hein, parce que si on a vraiment une valeur ajoutée par rapport à d'autres, j'imagine que la plupart de vous sont réceptifs sur le marché francophone, mais là, ça ouvre un marché international. En tous les cas, toi, Félix, tu es d'accord qu'au bout de 10 ans qu'on se connaît, ou un peu plus, tu es d'accord qu'on bosse ensemble sur ce dossier-là et nous aider à la mise en place et comment on va faire, parce que tu connais très bien ça. Ça t'intéresse? Oui, ça nous intéresse et je serais ravi d'en discuter les détails avec toi. Mais je trouve que ça a une vraie valeur et c'est plus qu'un plan B. Hein. C'est vraiment une nouvelle voie de profession qui n'est pas là que pour compléter durant le Covid. Ça peut être, nous maintenant, on a vraiment divisé en deux maintenant l'activité d'EcoSafari. En deux secteurs, on a EcoSafari Voyage, EcoSafari Film, et c'est ces deux secteurs qui marchent, qui font une vraie activité en chacun, et c'est pas un truc, c'est plus un truc sur le côté, quoi. C'est maintenant une vraie profession. Est-ce que tu connais, et si oui, qu'est-ce que tu en penses, des stock shots? Oui, je trouve que c'est pas assez rémunérateur, et encore une fois, ça demande beaucoup de compétences pour faire quelque chose de vendable. Et moi, pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je préfère vraiment répondre à un projet, les aider au maximum plutôt que de vendre mes propres images parce qu'ils ont tellement une idée en tête, une histoire en tête que c'est assez rare que ça corresponde à ce qu'ils cherchent de leur vendre des images qu'on a faites avant. Mais ça vaut le coup d'être exploré, mais je pourrais pas te répondre plus dans le détail. Est-ce que, Gab, tu veux nous raconter un peu? Est-ce que, Gabriel, tu veux un peu témoigner? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Oui, alors mon expérience est beaucoup plus petite de celle de Félix, mais je pense que c'est très similaire finalement. Comme il disait, c'est beaucoup bouche-oreille. Donc, je suis rentré dans le monde du film parce qu'à travers Gérard Gourrière, qui c'était le directeur d'Alibert il y a quelques années avec qui on était copains, un jour il m'appelle, il m'a dit, regarde, il y a une télé, il y a une maison de production de Lyon qui sont en train de faire un film avec Sylvain Tesson, que je ne connaissais même pas. Et donc, ils ont besoin de quelqu'un sur l'Italie parce qu'ils sont en train de faire un reportage sur Ulysse. Et donc, ils passeront 15 jours avec un voilier sur l'Italie pour passer à filmer des choses comme ça. Et donc, moi, je n'avais jamais fait un film. J'avais toujours accompagné des journalistes, des choses comme ça, mais pas participé à un film. Donc, je me suis lancé dedans et j'ai passé 15 jours avec toute l'équipe de production. Donc, j'ai vécu exactement ce que Félix vient de raconter. En synopsis, après, on avait plusieurs épisodes à faire à créer. C'était un travail énorme aussi parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Mais j'ai appris énormément. Et surtout, j'ai eu la chance que la maison de production elle était tout petite et super flexible. Donc, ils ont créé ce film pour Arte. Et c'était mon première expérience. Et après ça, là, c'est super bien passé. Ça, c'était en 2018, si je me rappelle bien. Et après, la directrice, donc la responsable de la maison de production, il m'a mis en contact avec une maison de production de Paris, c'est une grosse boîte qui produit Il ne faut pas rêver, Week-end en terre inconnue. Donc, on parle de gros productions sur France 2. Et donc, ils m'ont recommandé parce que le directeur de production, donc le propriétaire, il cherchait un fixeur sur l'Italie. Et donc, comme il disait Félix, il ne faisait pas confiance à chercher sur Internet, il cherchait par bouche-oreille. Et donc, Muriel, elle a donné mon nom à cette boîte à Paris.
Et en 2020, donc pendant le Covid, on est venu avec France 2 à faire 2 reportages sur l'Italie. Et c'était là, donc c'était sympa parce que finalement, j'avais commencé à faire mes connaissances. J'avais des dronistes qui pouvaient offrir de services en plus sur l'Italie. Je connaissais déjà toutes les autorisations pour voler avec les drones parce qu'il y a plein de problématiques que normalement on ne connaît pas comme tour opérateur. Et donc, c'est vraiment de la connaissance. Et je pense ça aussi sur un réseau qu'on s'est créé entre nous, Félix, toi et les autres qui ont déjà cette connaissance, c'est vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut connaître, c'est quoi les know-how pour faire face à des demandes de gros boîtes de production. Donc, c'est aussi un échange de compétences entre nous, de connaissances. Et voilà, et donc là, pour finir aussi, toujours pour la question de la bouche-oreille, j'ai demandé aux 2 réalisateurs qui sont venus en Italie comment je pouvais me faire connaître en France chez tous les producteurs français. Et donc, ils m'ont dit, j'ai dit, mais je fais un site internet, j'envoie des mails, etc. Il m'a dit, non, ça ne marche pas du tout, parce que c'est seulement sur recommandation. Donc, tous les 2, ils m'ont dit, moi, je te mets dans mon livre d'or où je recommande Gabriel pour le tournage en Italie. Il m'a dit, chaque fois, ils ont un gros groupe Facebook interne, privé entre eux, entre tous les producteurs. Donc, beaucoup sont compétiteurs entre eux. Il m'a dit, donc tu seras là et quand quelqu'un te cherche, ils savent que Gabriel, c'est une bonne référence sur l'Italie. Donc, ça pour te dire que c'est vrai. Après, je ne sais pas comment, je sais pas si je parle aux réalisateurs que je connais, je parle de Fabrice en France, je ne sais pas, ou de quelqu'un au Maroc, ils me font confiance pour aller après au Maroc. Donc, je ne sais pas si nous, on peut devenir un réseau vraiment commercial pour se vendre, nous. Donc, moi, je ne sais pas si je peux vendre l'Italie grâce à Félix parce qu'il me recommande un réalisateur de la BBC. Je pense pas En tous les cas, je peux donner un argument. Et on a vécu la même chose au tout début de Together. J'ai le souvenir d'une soirée qu'on avait fait ici, d'ailleurs, à Annecy, si tu te souviens, Thomas, on avait invité des Théo, etc. Et je me souviens qu'au lancement de Together, bien, il y avait les petits Théo, les nouveaux Théo, genre justement Eric and the Trip, qui est là, qui nous écoute, qui trouvaient ça vachement bien. Parce que vachement pratique d'avoir accès comme ça gratuitement à un réseau de réceptifs avisés et qui partagent des mêmes manières de travailler. Je trouvais ça très pratique. Et j'ai le souvenir qu'on avait bu quelques verres. J'ai un gros Théo, que je ne vais pas nommer, qui était là, et qui me disait bah ouais, mais nous, ça nous embête. Parce que nous, on doit constituer un réseau de réceptifs de confiance pendant 10 ou 15 ans, et finalement, c'est ça qui fait partie de la valeur de mon Théo. Et là, j'ai eu parmi les copains, parce que j'ai vraiment tourné, j'ai vraiment posé la question pour ce projet-là, et certains, je pense surtout à un, qui m'a dit mais non, fais pas ça. Et je sentais vraiment que c'était fais pas ça, parce que j'ai pas envie que tu files ton réseau comme ça à tous mes collègues, parce que finalement, c'est ma valeur de journaliste que de connaître des gens au bout du monde qui sont capables de faire une logistique. Donc, j'ai eu cette sensation similaire du début de Together. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais donc ça me fait croire plutôt que c'est que ça sent bon, c'est que c'est peut-être nécessaire, que ça vaut le coup d'être tenté. Bon, j'aimerais bien donner la parole à justement, pourquoi pas une étudiante. Fabrice, juste avant, je me permets de te couper. Il y a Mathieu du Sri Lanka qui est là et à qui on avait parlé j'ai parlé du projet il y a quelques semaines, quelques mois, et c'est intéressant parce que du coup, il a creusé un peu et il a été voir l'Office du tourisme au Sri Lanka pour parler de ce projet, etc. Et donc voilà, ça peut donner des idées à chacun. Moi, j'imagine que ça dépend de l'Office du tourisme de ton pays, parce que tu as des offices du tourisme qui sont plus dynamiques que d'autres, mieux organisés que d'autres. Mais Mathieu, si tu es là, est-ce que tu peux nous raconter un peu? Bien sûr, Thomas. Moi, je voulais un peu meubler, etc. Je pensais que tu n'allais vraiment pas bien, mais je vois que tu as bien récupéré. Mais je survis. Je oui. tiendrai jusqu'au bout. Vas-y, Mathieu. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? On me voit bien? Je sais pas trop. On t'entend, on te voit très bien. Super, parfait.
Merci Félix, en tout cas, pour ton témoignage, super intéressant, qui va faire le lien avec moi, mon expérience est assez nouveau ici dans ce domaine et pour le Sri Lanka. Donc, je vais juste recontextualiser un peu la situation ici pour voilà, que vous sachiez un petit peu dans quel contexte j'ai approché les autorités touristiques locales. Donc ici au Sri Lanka, il faut savoir qu'on a eu un peu moins de 200 000 cas, tout a réouvert, les restaurants, les cinémas, les bars, les écoles cette semaine. Les frontières du Sri Lanka ont réouvert fin janvier avec des mesures qui sont déjà en train d'évoluer 2 mois après, donc avec des conditions plus souples pour les voyageurs qui sont vaccinés, qui n'auront pas à faire qui auront seulement 7 jours de quarantaine, pas de quarantaine, mais de séjour à faire dans des hôtels certifiés par le gouvernement avant de pouvoir voyager librement à travers le pays. Donc voilà, c'est ces règles-là sur lesquelles on doit se baser pour le moment, et plutôt que nous, finalement, attendre que les mesures changent, etc., on a préféré, finalement, avec notre réseau de partenaires, etc., se mobiliser et enclencher une dynamique, enclencher une synergie, se dire, voilà, plutôt que de rester les bras croisés, on va chercher à faire quelque chose. Donc, le projet de Box Media de Together, en fait, c'était un moyen supplémentaire d'approcher les autorités locales. On avait déjà un plan, on avait déjà des idées pour par exemple pour la saison estivale, proposer des séjours à prix coûtant cet été avec des conditions plus flexibles. Et à cela, on avait aussi ce projet de Box Media. Du coup, je suis arrivé avec une proposition bien ficelée en leur disant, voilà, plutôt qu'on fasse chacun des choses dans notre coin, parce qu'eux aussi ont déjà leur stratégie, ils dépensent de l'argent sur des choses un petit peu plus ciblées. Je suis arrivé avec ce réseau en leur disant, voilà, je peux vous apporter tous ces partenaires. Plutôt que de faire ça dans votre coin, on peut se mutualiser, faire des choses ensemble et avoir une plus grande portée. Donc, eux ont bien apprécié la démarche, et eux, ce qu'ils peuvent apporter, c'est surtout un soutien qui est logistique, parce que le budget, c'est pas tellement ça, mais plus tout ce qui va être autorisation. Ils ont les contacts, tout ce qui va être boîte de production locale, ils ont accès à tout ça. Les billets d'avion, Sri Lanka Airlines, ils ont possibilité aussi d'avoir finalement tout le support logistique est là. Ils sont intéressés pour nous aider. Donc voilà, c'était vraiment le bon moment. Je pense aussi, on était les premiers à proposer cette proposition tout de suite après que le Sri Lanka ait réouvert. Et j'ai vraiment mis en avant ce réseau en se disant, voilà, vous, votre expertise, vous connaissez le Sri Lanka, moi je connais le marché francophone, je peux vous apporter tout ça. Et eux, le Sri Lanka, sont assez optimistes, on va dire. Ils ont pour objectif d'accueillir 80 000 visiteurs pour cette année et 1 million l'année prochaine. Donc, sauf qu'ils n'avaient pas vraiment de plan. Ils font des choses de leur côté. Et donc, vraiment d'arriver avec une structure, de dire, voilà, moi, je vous propose tous ces projets, dont le projet Box Media. Ça a été vraiment une plus-value. Donc, voilà un petit peu mon témoignage. C'est assez récent. Ça s'est fait assez vite, finalement, entre le moment où j'ai fait la proposition et le moment où j'ai pu avoir le rendez-vous. Et le moment où on a été reçu et écouté. Donc là, ils sont dans l'attente de ce qu'on va faire prochainement. Donc voilà un petit peu mon expérience pour le Sri Lanka. Et encore une fois, comme Fabrice ou Thomas, je ne sais plus, le disait, mais ça va dépendre vraiment des autorités de chaque pays. Il faut savoir qu'au Sri Lanka, ouais, c'est un peu plus souple. Et comme je disais, je pense qu'on est vraiment les premiers à l'avoir proposé, à avoir entrepris cette démarche, plutôt que de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Les frontières vont réouvrir en Europe ou pas? Est-ce que les voyageurs vont pouvoir… En fait, cette dynamique qu'on enclenche maintenant, elle sera valable tout le temps, et de mettre ces partenaires tout de suite en lien, ça permet de se projeter un petit peu plus que maintenant. Donc, merci beaucoup, Mathieu. Ouais, c'était intéressant parce que c'est une piste de réflexion pour d'autres qui réfléchissent à ça. Voilà, ça me semblait pertinent. Concrètement, est-ce que vous avez des questions déjà pour commencer? Ou des commentaires. Ou des commentaires. Idées, ou des raisons pour lesquelles ça ne marcherait pas. On prend tout. Ou des critiques, ou des conseils. Non, du coup, je rebondis sur ce que disait Fabrice. C'est ambitieux parce que ça va à l'encontre de ce que la Box Media propose, pardon, c'est justement de faire du marketing en amont pour aller démarcher les boîtes de prod avant qu'elles ne le fassent, alors que dans notre discours d'expérience, ça ne se passe pas comme ça, c'est elles qui viennent nous chercher, mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Je pense que ça n'a jamais été fait avant. Et que ça vaut clairement le coup d'être essayé, encore une fois, à condition qu'on est bien certain que le réseau de réceptifs qu'on propose a bien ses compétences sur place vis-à-vis de formation.
Et clairement, nous, les chefs opérateurs, les réalisateurs qu'on reçoit sur place, ils rentrent d'Antarctique, ils étaient en Antarctique il y a 1 mois, ils partent au Costa Rica dans 2 mois. Donc, ils enchaînent les voyages à travers le monde et ils sont friands d'un réseau de gens qui peuvent les aider à choisir les bons prestataires pour ça. Oui, je pense que c'est ça qui va être compliqué pour nous, c'est de jouer le rôle de juge, d'arbitre en fait, et ça va être dur pour nous, mais bon, on l'assume, c'est notre rôle, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Le succès de ce truc-là repose sur pas mal de trucs, mais d'abord sur la sélection impitoyable. Enfin, voilà, il faut faire de la qualité. Pour ces gens-là, on le sait tous ceux qui ont bossé là-dessus, c'est un boulot 24 heures sur 24. Tu as beaucoup de pression. Tu es parfois un esclave, parfois un fournisseur d'idées. Tu es souvent mal payé. Tu es souvent payé indirectement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça dépend. Ça dépend des boîtes de prod. Qu'est-ce que tu en penses, Félix, toi qui as plus d'expérience ici, tiens, au niveau, est-ce que c'est rentable? Ouais, et ben, très, très bonne question. Nous, quand on s'est rendu compte des exigences sur place, de ce que ça a demandé, c'est plus rentable que le tourisme. On charge nos prestations maintenant en conséquence. Maintenant qu'on s'est fait un nom et qu'on est recommandé, les boîtes de prod sont prêtes à payer parce qu'elles savent qu'elles auront ce qu'elles cherchent. Et aujourd'hui, pour nous, on a des marges plus conséquentes sur les tournages qui sont plus exigeants, comme tu dis, sur la disponibilité du guide, que ça peut être la nuit, ça peut être le jour. Après, sur place, on peut rester 1 semaine au même endroit. C'est des rythmes vraiment différents du tourisme. Mais nous, on marche ça plus. C'est plus rentable que le tourisme. Et nos prix ne sont plus discutés aujourd'hui. De toute façon, on aurait tort de ne pas le faire parce qu'on a fait le plus dur. Enfin, je veux dire, si on parle entrepreneuriat, nous le faire, c'est passer 1 semaine à récupérer les emails des uns et des autres de notre réseau et de choper les emails des boîtes de prod à Paris, Madrid, Londres, etc. C'est quelques jours de boulot et quelques heures au téléphone avec une dizaine de personnes. Envoyer un email, le reste, c'est mettre tout sur notre plateforme. On a déjà commencé, mais le vrai boulot, il est techno, mais il est déjà fait. Donc, nous, c'est risqué maintenant, c'est risqué 1 semaine de taf, quoi. C'est risqué 1 semaine de taf. Ah oui. Pardon ? Il est content. On ne sait pas ce qui se passe dans le bureau de Félix et de Charlotte, mais apparemment, Félix, il est content, quoi. Ouais, non. Non, pardon, c'est que j'ai eu un coucou en message direct d'une personne que je ne reconnaissais pas et je viens de faire le lien. Donc j'ai dit ah oui, c'est Aurélie. Bonjour Aurélie. Ok, pardon. On passe la parole à Aurélie, justement, qui a sûrement des commentaires à faire. Oui, je sais. Oui, des commentaires. J'ai pas prévu de blague et tout pour le 1er avril, mince. En tout cas, c'est bien sympa. Oui, non, mais alors bon, pour tout ce qui est en effet production de films, bon, je ne saurais pas vous dire grand-chose, mais en tout cas, en effet, je suis très contente du réseau de Together. Ça m'a permis en effet de découvrir des réceptifs super par rapport à ma production que je suis en train de monter, vous savez, sur les voyages animaliers éco-responsables. Et forcément, comme c'est du tourisme de niche, c'est vraiment important de s'appuyer sur des réceptifs qui pourront répondre complètement de manière éthique et professionnelle justement à ce genre de demande. Donc, Together a tout à fait sa place voilà, dans notre beau réseau. Tu t'en sors bien. C'est pas en même temps, j'ai rien compris. Fabrice disait que tu t'en étais bien sorti. Bon, ça va. Ouf. Alors, c'était quoi la question, Sabri? Dis-moi. C'est pas la question, on ne sait plus. Félix voulait rajouter quelque chose. Vas-y, Félix. Non, je dis que c'est intéressant le positionnement d'Aurélie avec qui j'ai discuté pour la première fois cette semaine, justement, parce que souvent on est contacté par des enquêteurs qui vont au sein d'une boîte de prod, quand un sujet a été pitché au sein de la boîte de prod, chercher sur place des gens qui peuvent les aider à faire les images. Et vu que l'approche d'Aurélie, c'est une approche non pas sur un voyage en général, mais par une rencontre animale, pour les films documentaires animaliers, ils vont chercher à raconter une histoire autour de l'Oryctérope, autour du babouin, du lion. Et comme Aurélie thématise ses voyages en fonction des animaux, ça peut être assez pratique pour eux de l'approcher et comprendre très vite ce qu'elle propose. Moi, je connais pas très peu, depuis pas longtemps, Sabri, ça fait à peu près 1 heure.
Mais je sens que Sabri, c'est un type qui réfléchit et qui est agile comme ça. Et je me dis, à quoi tu pensais? Où vois-tu le lien de Flokeo et ce que tu fais avec le projet qu'on a de Box Expertise Média, quoi. Expertise locale. Je suis sûr que tu as pensé à quelque chose. Alors, c'est pas une blague, Sabri. Hein. C'est une blague sérieuse, apparemment. Je le connais et je crois que c'est une blague sérieuse. Non, mais moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce que vous avez dit. Et je trouve ça très intéressant. C'est vraiment une démarche qui mérite d'être explorée. Il suffit de peser le risque-bénéfice. La matière première, elle est là, les ressources sont là. Toute la partie techno a déjà été, comme l'expliquait Fabrice, elle a déjà été mise en place et digérée. Donc, par exemple, chez Flokeo, et quelqu'un m'écrivait d'ailleurs en MP, on travaille aussi sur des idées qui ne sont pas du tout celles-ci, mais où il faut continuer d'explorer de nouvelles solutions, d'utiliser les ressources de tout le monde. Et je trouve votre idée vraiment est intéressante et ce serait presque dommage de ne pas essayer, même s'il y a quelques réticences par-ci, par-là. Voilà en tout cas l'avis que j'en ai vraiment à distance. Et je pense que ça peut être que de bon augure, en plus effectivement du business que ça peut développer. Chacun. Merci beaucoup. Concrètement, donc, je ne sais pas si vous voulez ajouter d'autres choses. Sinon, on peut passer en mode apéro pour ceux qui veulent rester. Moi, je ne vais pas rester. Donc voilà. Merci à tous en tout cas. Et on refera une dernière devinette pour clôturer et s'applaudir à l'américaine quand même. Laquelle de ces phrases contient toutes les lettres de l'alphabet? A. Servez ce whisky au petit juge blond qui fume. A. Non, personne. B. Goldorak a pété son xylophone en peau de zèbre. Je vois que ça brille que tu calcules vite. Il faut toutes les lettres de l'alphabet. Hein. Goldorak a pété mon xylophone en peau de zèbre. C. Zoro et Xena, la guerrière, font du kung-fu au Qatar. Ça, c'est, voilà. Il faut deviner. Vous mettez 1, 2 ou 3 ou 4. Hein. Ou le dernier. Wolfgang a crié AZTIPOQGFGMSSVBUUU. Alors, vous répondez 1, 2, 3 ou 4. Et si vous répondez la bonne réponse, on vous offre un abonnement de Together Premium pour l'éternité. Voilà. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Réfléchis quand même. Ouais. Moi, je vous propose qu'on s'applaudisse à l'américaine, qu'on applaudisse Thomas, qui est là, vaillant alors qu'il a vomi toute la matinée. Donc, merci d'allumer vos je ne donne pas les détails, mais c'est super. Et bravo à nous et vive nous. Bravo. Merci Thomas. Merci à tous pour votre présence. Voilà. Donc on vous laisse avec Emmanuel qui va vous montrer sa carte à caca. Et puis vous pouvez passer à l'apéro. Oui, c'est merci, devenu, je vous laisse. D'habitude, on va arrêter là. Oui, c'est une bonne idée. Emmanuel, est-ce que tu peux nous montrer ta carte à caca? On a deux mascottes. Pour que vous sachiez, on a deux mascottes. On a Sylvain qui est toujours là, même quand il marche dans les bois et tout. Et Emmanuel qui vient toujours nous parler de sa carte à caca. C'est une carte, voilà, il va détailler son produit. C'est télé-shopping, quoi. Mais c'est quoi? C'est des cacas d'éléphant? Oui, tout à fait. Mais attends, il faut que je coupe, il faut que j'enlève le fond d'écran. C'est parfait. Je ne sais plus comment on enlève le fond d'écran. Voilà, c'est bien, voilà. C'est de la merde. Voilà. Ah putain. C'est de la merde. Donc on fera bientôt une émission de merde avec que des objets faits à base de merde. Donc, relève un peu plus haut, Emmanuel. Ouais, ou enlève le fond d'écran, mais c'est voilà, pour l'histoire. Comment on enlève le fond d'écran? Bon, en même temps, c'est une feuille. Hein. C'est du papier, c'est du recyclage de. Ah oui, Tu vas arrêter la vidéo, choisir un fond. Ça y est. Je vais arrêter l'enregistrement. Voilà. Ça reste entre nous, quoi. C'est des